Quand Ray retourne dans le donjon, il met une chose au clair. Il ne peut pas encore drainer le démon squelette. Alors, à la place, il chasse d'abord les diablotins. Un coup, un vol, et la compétence aiguille de glace est à lui. Puis il transforme la créature hurlante en charbon avec une boule de feu. Le deuxième diablotin se fiche de peur jusqu'à ce que le démon squelette le réinvoque, forçant Ray à le tuer encore et encore juste pour gagner assez de niveau pour survivre. Mais le vrai tournant arrive quand Ray atteint le niveau 30 et débloque la synthèse de compétences. D'un mouvement risqué, il fusionne une aiguille de glace avec une boule de feu et crée une toute nouvelle attaque, une lance de feu. Elle déchire la barrière de mana du démon squelette, permet à Ray de percer, et d'un seul coup de poing, il vole enfin les défenses du démon, puis le renforcement corporel extrême juste après. Le démon squelette tombe, une énorme pierre de mana verte apparaît. Ray passe au niveau 33 en un jour, mais il n'y a pas si longtemps, il n'était pas comme ça. Kurosaki Kai, un prodige bicolore connu comme le roi pourpre. Dans son ombre se tient son frère aîné, notre protagoniste Ray, complètement incolore et magiquement inerte. Ray s'accroche à l'espoir en tant que porteur dans le groupe de son frère jusqu'à ce qu'il affronte un boss de donjon, Chrono, le dieu du temps et de l'espace. D'un geste de la main, Chrono anéantit sans effort tout le groupe, y compris Kai. Acculé et face à une mort certaine, le désespoir de Ray débloque un pouvoir interdit scellé, le vol de compétences. Dans un dernier acte de défi, il vole la propre capacité de Chrono à altérer la réalité, le retour en arrière. La montée de puissance, alimentée par la panique et le regret, ne se contente pas de rembobiner un instant, mais envoie Ray lui-même à travers le temps. Il se réveille des années dans le passé, armé du pouvoir volé d'un dieu et d'une résolution ardente. Cette fois, il maîtrisera son propre destin. Ray est complètement choqué, et quand il regarde par la fenêtre, il réalise quelque chose de plus choquant encore. Le château inversé est toujours blanc, alors qu'il était censé être noir comme du jet. Apparemment, le château inversé était d'un blanc pur jusqu'à il y a 7 ans, mais il a progressivement commencé à noircir. Et quand il est devenu complètement noir, la porte qui a libéré Chrono s'est ouverte. Soudain, il réalise qu'il a en fait volé la capacité de retour en arrière à Chrono pour se renvoyer dans le passé. Il prend son téléphone pour confirmer la date exacte, et il réalise qu'il est retourné 7 ans en arrière. Curieux, Ray ouvre sa fenêtre de statut pour voir sa liste de compétences, et chose choquante, la compétence retour en arrière a disparu. Mais la capacité vol de compétences est toujours là. Même si le retour en arrière a disparu, Ray est content de ce qu'il lui reste car pendant 10 ans, tout ce qu'il voulait, c'était une seule compétence. Et puisqu'il a le vol de compétences, il se sent comblé. À ce moment-là, le rappel de son téléphone se déclenche, lui rappelant que c'est le jour même de l'examen de mage. Ray se dirige alors vers le QG de l'association des mages qui supervise les affaires des mages et les conquêtes de donjons. Il entre dans le quartier général apparemment neuf, et avant même de pouvoir prendre une bouffée d'air frais, il entend un type le traiter d'incolore derrière lui. Il se retourne pour voir que les types sont Gotou et Wak, et ils sont tous les deux des subordonnés de son frère. C'était aussi eux qui sont morts dans la salle de Chrono. Gotou et Wak se moquent de Ray parce qu'il est venu au quartier général pour passer l'examen de mage une fois de plus. Ils lui disent que ses efforts sont fondamentalement inutiles car peu importe combien de fois il passe le test, il restera toujours incolore. En vérité, ce n'est pas la première fois que Ray passe l'examen de mage, mais il a continué à le passer encore et encore parce qu'il refusait d'abandonner. N'étant pas d'humeur à jouer avec eux, il repousse leurs mains en leur disant de le laisser. Un instant plus tard, il se retrouve dans le bureau de l'examinatrice où il rencontre l'examinatrice, Hinata Rainer, une mage de rang B. Même Hinata est fatiguée de voir Ray, et elle lui dit qu'il finira par se faire tuer s'il continue d'essayer. Ray assure à Hinata que cette fois-ci sera différente des autres fois. Hinata n'a d'autre choix que d'accompagner Ray sur le lieu de l'examen. Et comme il a passé l'examen un grand nombre de fois, il n'a pas besoin d'explication. Apparemment, il doit collecter 3 pierres de mana sur des gobelins pour réussir l'examen. Pour ceux qui ont éveillé une compétence, ce n'est généralement pas une tâche difficile, mais Ray a toujours eu du mal avec ça. Il s'avère qu'un événement choquant s'est également produit ce jour-là. Un monstre terrifiant est apparu dans le donjon de niveau 1, alors qu'il n'est pas censé s'y trouver. Comme Ray s'y attendait, le dit monstre est apparu au loin, l'air tout menaçant. Le monstre s'avère être un gobelin à bonnet rouge, qui est un monstre de niveau 37. Hinata est choquée quand elle voit ça, ce qui l'amène à se demander pourquoi quelque chose de si dangereux est présent dans le donjon. Hinata sort son épée, disant à Ray de courir pour qu'elle puisse le protéger. Cependant, Ray sait que la différence de niveau est tout simplement écrasante. Avant sa régression, Hinata avait perdu contre le monstre parce qu'elle se battait pour s'assurer que Ray puisse se mettre en sécurité. Hinata s'est fait tellement battre qu'elle a été forcée de prendre sa retraite de mage. Ray est voulu parce que la carrière de mage des Hinata a été complètement ruinée à cause de son incompétence. Cependant, cette fois-ci, Ray est prêt à changer les choses. Ray sort son épée courte, et alors que le monstre fonce sur lui, il lui lance l'épée courte. Apparemment, le monstre a une compétence qui améliore ses capacités physiques. Et comme Ray s'y attendait, le monstre dévie facilement l'épée. Le monstre continue son avancée vers Ray, et Ray le frappe violemment à la tête. Cela énerve le monstre, et juste au moment où il s'apprête à punir Ray pour sa stupidité,
le pouvoir de Ray vole la compétence de renforcement corporel du monstre, améliorant finalement les statistiques physiques de Ray. Le gobelin reste sous le choc, se demandant pourquoi il se sent si impuissant et inutile. Alors qu'il essaie encore de comprendre, Ray coupe facilement le monstre en deux de la tête aux pieds. Hinata est stupéfaite quand elle réalise que Ray vient de vaincre un bonnet rouge d'un seul coup. Ray, de son côté, est émerveillé par sa capacité, le vol de compétences, tant elle est impressionnante. Il est perdu dans son bonheur quand Hinata le ramène à la réalité en se moquant, lui demandant comment il a pu vaincre le monstre. Réalisant que cela pourrait être mauvais pour lui de dire qu'il a des compétences noires, Ray dit à Hinata que ce n'était rien de plus qu'une coïncidence. Hinata crie sur Ray d'arrêter de mentir quand elle réalise que l'examen est censé être annulé car un monstre anormal vient d'apparaître dans le donjon. Hinata dit à Ray que l'événement doit être signalé au quartier général. Ray s'inquiète pour lui-même, et il rappelle à Hinata qu'il lui reste encore 2 pierres de mana à collecter. Mais Hinata lui crie dessus, lui disant qu'il est dans une mauvaise situation pour penser aux pierres de mana car c'est dangereux. Comme le destin l'a voulu, 2 gobelins normaux apparaissent au loin, et Ray les élimine rapidement en leur tranchant la tête. Cela choque encore plus Hinata, la laissant bouche bée. Ray ramasse alors les pierres de mana que les gobelins ont laissé tomber, demandant à la dame s'il est autorisé à les prendre. Hinata est tout simplement trop stupéfaite pour répondre à sa question, et un instant plus tard, il retourne au quartier général. Peu de temps après, Hinata arrive avec la licence de mage de Ray. Il a officiellement obtenu le statut de mage, et il est placé au rang C. Ray prend la licence et esquisse un petit sourire car il lui a fallu juste assez de temps pour arriver là où il est actuellement. Hinata lui montre également les détails concernant l'échange des pierres de mana qu'il a collectées. Apparemment, les pierres de mana sont une source d'énergie précieuse qui n'émet pas de CO2. En plus d'être une source d'énergie, elle peut être vendue à l'association. Ray pense que vaincre le monstre bonnet rouge, qui est de rang A, lui rapportera un salaire décent. Il vérifie les détails du paiement, et il crie presque de choc à cause du montant énorme qui s'y trouve. Pour avoir vaincu les gobelins, il reçoit 1000, mais le bonnet rouge à lui seul lui rapporte 3 millions. Hinata l'exhorte à ne pas encore perdre la tête parce qu'il a vaincu un bonnet rouge. Ray est toujours surpris car il ne savait pas que les mages gagnaient beaucoup d'argent, et Hinata lui dit qu'il peut même en gagner plus. Cela le rend curieux, et il interroge Hinata sur les donjons. Après sa discussion avec Hinata, Ray se dirige vers un donjon de rang C qui lui a été réservé. Ray est stupéfait car dans le passé, il ne pouvait pas entrer seul dans un donjon. Cependant, avec son nouveau pouvoir, il est convaincu qu'il peut changer l'avenir. Alors qu'il s'apprête à entrer dans le donjon, il est soudainement attrapé par une compétence connue sous le nom de main de mana. Ray se retourne avec frustration, et à sa grande surprise, il est maintenu par Gotou et Wa. Wak et Gotou se moquent de lui parce qu'il essaie d'entrer seul dans un donjon, lui disant que c'est contre les règles. Avec un visage méprisant, Ray dit aux deux qu'il est autorisé parce qu'il a réussi l'examen de mage. Les deux sont surpris d'entendre cela, et ils supposent qu'il est un menteur invétéré. Gotou s'approche alors de Ray et lui pousse la tête vers le bas avec la main de mana, lui disant de montrer ses compétences s'il s'est vraiment éveillé. Apparemment, la main de mana est une compétence qui compresse le mana lui-même en une propriété physique. Même avec le renforcement corporel extrême, Ray se rend compte qu'il ne peut pas vraiment se libérer. Cependant, il n'est pas du genre à abandonner dans les situations difficiles, et il donne un coup de tête rageur à Gotou. Gotou recule en titubant, et au même moment, Ray lui vole sa compétence de main de mana. Parce qu'il possède maintenant la main de mana, celle placée sur lui par Gotou est finalement désactivée. Une aura bleue écrasante émane de son corps, choquant Gotou et Wa. Ray ne perd pas de temps à utiliser la main de mana en attrapant Gotou avec, le forçant à admettre que Ray est vraiment éveillé. Wak refuse de reconnaître le mérite de Ray et décide de l'attaquer avec une boule de feu. Réactive la compétence de renforcement et l'utilise pour contrer l'attaque de feu, choquant Wa. Il essaie de comprendre ce qui vient de se passer quand Ray l'atteint avec un coup qu'il envoie à travers la pièce. Godo est choqué de voir que Ray peut aussi utiliser le renforcement corporel. Et tout en se tordant de douleur, Wak demande à Ray s'il est maintenant un mage bicolore. Ray répond simplement non. Et juste à ce moment-là, sa compétence de vol dérobe également la boule de feu des Wak, ajoutant ainsi une couleur de plus à sa liste de compétences. Wak en reste bouche bée car il n'a jamais vu ni entendu parler d'un mage avec 3 couleurs. Ray lui montre à quel point il est dangereux en lui tirant une boule de feu dessus, le faisant presque pisser dans son pantalon. Ray leur demande alors s'ils veulent toujours se battre, mais les deux se regardent avec peur avant de s'enfuir la queue entre les jambes. Après leur départ, Ray se dit que Kai ne sera pas content s'il apprend plus tard ce qui vient de se passer. En gros, il était le toutou de Kai, et s'il apprend que Ray a éveillé sa compétence, il viendra certainement pour l'écraser. Kai a déjà atteint un niveau impressionnant de 50, faisant de lui l'un des mages les plus puissants de l'ère moderne. En plus de Kai, Ray se rend compte qu'il doit s'inquiéter du donjon effrayant qui s'ouvrira bientôt. Pour se préparer aux problèmes futurs, Ray sait qu'il doit augmenter son niveau autant que possible, et il entre dans le donjon. Apparemment, le niveau est le fondement de la force, et monter de niveau permet à un mage d'apprendre de nouvelles compétences qui augmentent sa réserve totale de mana. Cela augmente également la quantité de mana qu'un mage peut contrôler en même temps. Ray se promène dans le donjon quand il est soudainement pris en embuscade par un sorcier de flamme de niveau 38. Plusieurs boules de feu entourent le sorcier, laissant Ray terrifié car il ne peut en créer qu'une seule.
Le sorcier est capable de faire cela grâce à l'énorme différence de niveau. Le sorcier lance ses boules de feu sur Ray, et même s'il ne peut en bloquer qu'une, Ray est forcé de changer de position pour esquiver les autres. Ray se rend compte qu'il ne peut pas vaincre le monstre de front, mais il y a une chose qui ne change pas. C'est le fait qu'après avoir utilisé une compétence, il y a toujours une ouverture, et Ray ne gaspille pas cette opportunité en fonçant vers le sorcier à grande vitesse. Même si l'ouverture ne dure que 2 secondes, le sorcier devient totalement impuissant à ce moment-là. Ray réussit à frapper le sorcier si fort qu'il est projeté en l'air tout en lui volant sa compétence de boule de feu. Le sorcier se retrouve sur les fesses, et quand il essaie de lancer son attaque, il se rend compte qu'il est devenu impuissant. Ray lui rend alors la monnaie de sa pièce en lui lançant 5 boules de feu, le submergeant d'une énorme puissance de feu qui le détruit complètement. Une fois le sorcier tué, Ray reçoit des notifications lui indiquant qu'il a monté de niveau. Il se rend compte que vaincre des monstres de plus haut niveau donne une tonne de points d'expérience. Même s'il est assez difficile d'affronter des monstres de rang supérieur, Ray se rend compte que la capacité de vol de compétences lui donne un avantage. Ray vérifie sa fenêtre de statut pour voir qu'il a atteint le niveau 12. Avec cela, Ray se fixe un objectif de niveau 30. Il commence à se frayer un chemin dans le donjon, anéantissant les monstres à gauche et à droite. En un rien de temps, Ray atteint le niveau 27, mais il se rend compte qu'il ralentit déjà car monter de niveau devient plus difficile. Ray comprend que pour atteindre le niveau 30, il devra vaincre des adversaires de plus haut niveau. Ray se dirige alors vers la partie la plus profonde du donjon où il trouve la salle du boss. Ray est content d'avoir trouvé cela car c'est exactement ce dont il a besoin. Ray ouvre la porte d'un coup sec, et quand il entre dans la pièce, il trouve 2 diablotins de niveau 30 et un démon squelette de niveau 45. Ray est prudent dès qu'il voit cela, mais il comprend que voler leur technique l'aidera à prendre l'avantage. Ray fonce vers le démon squelette, visant à le frapper. Mais à sa surprise, une barrière de mana entoure le monstre, l'empêchant d'activer son vol de compétences. Le démon squelette complique les choses en chargeant vers Ray, lui arrachant presque la tête, mais il parvient à l'esquiver. Avec cette soudaine explosion d'énergie du monstre, Ray comprend qu'il devra faire quelque chose d'assez utile pour le vaincre. Comme il n'a pas encore le pouvoir de drainer le démon squelette, il s'en prend au diablotin. Il abat l'un des diablotins, lui volant la compétence aiguille de glace avant de le transformer en barbecue avec une boule de feu. L'autre diablotin regarde son ami se transformer en décoration de feu, mais il est trop effrayé pour bouger. Maintenant en possession de l'aiguille de glace, Ray tourne son attention vers le démon squelette et le frappe avec l'attaque d'aiguille de glace, écrasant finalement sa barrière de mana. Cependant, le diablotin vaincu est immédiatement réinvoqué grâce au pouvoir du démon squelette. Même si c'est un stress supplémentaire pour Ray, il ne se plaint pas car vaincre les diablotins lui donnera des points d'expérience, et c'est exactement ce dont il a besoin. Il abat de nouveau le diablotin, ce qui lui octroie une nouvelle montée de niveau. Grâce à la récente montée de niveau, la quantité de mana qu'il peut contrôler augmente également. De plus, il débloque une nouvelle capacité, la synthèse de compétences. Ray est soulagé quand il voit cela car c'est exactement ce qu'il veut. Il ne perd pas de temps à combiner l'aiguille de glace avec la boule de feu en utilisant la synthèse de compétences nouvellement acquise. Les compétences rouge et bleu fusionnent, créant une lance de feu que Ray tire vers le démon squelette. Le démon squelette érige sa barrière de mana comme d'habitude, mais la lance de feu l'affaiblit, donnant à Ray la chance de la percer et de l'atteindre avec son poing. En frappant le démon squelette, il est capable de lui voler sa barrière de mana, mais il ne s'arrête pas là. Il vole également le renforcement corporel extrême, laissant le démon squelette totalement confus et impuissant. Ray achève ensuite impitoyablement le démon squelette en enfonçant une lance de feu dans sa poitrine pour l'engloutir dans les flammes. Une grande pierre de mana verte tombe après avoir éliminé le démon squelette, et il passe également du niveau 28 au niveau 33. Ray pousse un soupir de soulagement après avoir vaincu le monstre coriace grâce à la capacité de synthèse de compétences. Apparemment, c'est une technique avancée destinée à créer des compétences encore plus puissantes, et elle est disponible à partir du niveau 30 environ. C'est ce que Ray espérait, et il est content d'avoir pu le faire juste à temps. Ray profite de son moment de victoire lorsque le système l'informe qu'il a atteint le niveau requis et que le nombre de compétences qu'il peut conserver via le vol de compétences a augmenté. Ses emplacements de compétences sont passés de 3 à 5, et Ray sourit car il sait que les choses vont devenir plus faciles pour lui. Après avoir vérifié tout ce dont il a besoin, il sort du donjon et se dirige vers le quartier général pour remettre la pierre de mana verte. Hinata est époustouflée quand elle réalise que Ray a vaincu un démon squelette et a même atteint le niveau 33 en une seule journée. Ray sourit nerveusement, prétendant qu'il a juste eu de la chance, mais Hinata lui fait savoir qu'il est inouï de dépasser le niveau 30 en une seule journée. Hinata lui fait savoir qu'avec son niveau actuel, il peut même devenir un mage de rang B. À ce moment-là, Ray entend une voix familière résonner derrière lui, accompagnée d'une aura terrifiante. La voix n'est autre que celle de son frère Kai, et Kai croit qu'il y a une erreur car il est impossible que Ray soit de rang B. Kai ajoute en outre que Ray est un type incolore qui n'a aucun talent. Hinata défend Ray, disant qu'il a réellement vaincu un bonnet rouge et le démon squelette. Dès que Kai entend cela, il perd son sang-froid et attaque immédiatement Ray. Il lui lance un puissant coup de poing directement dans la poitrine. Kai le bloque facilement avec sa garde de mana nouvellement acquise tout en lui souriant et en lui disant de faire attention. Avec la capacité de Ray à bloquer son coup de poing,
Kai croit enfin à la rumeur selon laquelle son frère s'est éveillé avec des compétences. Cependant, Kai n'est pas si impressionné que ça, et il exhorte Rei à faire attention à ses arrières car il aimerait voir à quel point il est capable. Hinata remarque que Kai agit avec insouciance, ce qui la pousse à lui demander s'il se prépare à un combat. Kai prétend qu'il n'y aura aucun problème si Rei est vraiment de rang B comme ils le disent, à moins qu'il ne soit qu'un faux mage qui s'est faufilé jusqu'au rang B. Rei comprend que rejeter les exigences de Kai ne fera que lui attirer des embarras et des ennuis à l'avenir. Rei décide alors d'accepter le défi de Kai, ce qui choque Kai, mais en même temps, l'énerve. Les deux se dirigent alors vers l'arène du quartier général pour régler leurs différends. Rei comprend qu'il doit être prudent quant à la quantité de mana qu'il peut contrôler en même temps, car il affronte un adversaire plus fort que lui. Rei sait aussi qu'il doit rester sur ses gardes à tout moment, car son combo maximum est de 3 compétences de base, tandis que celui de Kai est de 5. Avec ces chiffres seuls, Rei est presque sûr qu'il va perdre contre lui s'il essaie de le combattre de front. Pour que ce soit juste, Rei comprend qu'il doit apporter quelque chose de spécial. Une fois qu'ils sont prêts à se battre, Rei attaque avec les aiguilles de glace, et Kai répond avec des boules de feu. Les deux attaques s'affrontent au milieu, laissant une forte explosion et un nuage de poussière. Cela aveugle la vision de Kai, et avant qu'il ne s'en rende compte, Rei l'atteint avec le renforcement corporel, le choquant. Kai est surpris de voir que son frère est maintenant un manieur bicolore. De son côté, Rei essaie de calculer la quantité de mana de compétences qu'il reste à Kai, puisqu'il en a déjà utilisé une. Alors qu'il se rapproche de Kai, il active la synthèse de compétences pour créer la lance de feu. Kai est surpris de voir cela, mais cela lui fait comprendre que son frère peut maintenant utiliser des compétences tricolores. Cependant, il n'est pas du tout inquiet à ce sujet. Au moment où Rei est sur le point de l'atteindre, Kai l'accueille avec une puissante boule de feu qui pulvérise la lance de feu de Rei avant de l'envoyer au sol. Le visage de Rei se crispe d'horreur, car sa lance de feu, qui a nécessité le mana de 2 compétences, a été facilement détruite par une simple technique. Kai se moque de son frère, lui disant qu'il peut peut-être utiliser 3 couleurs de compétences, mais qu'il ne peut pas se comparer à lui car il est à un tout autre niveau. Pour bien remettre Rei à sa place, Kai lui tire dessus des boules de feu mortelles. Rei est obligé de courir partout pour essayer d'esquiver les boules de feu tout en créant une lance de feu. Il tire la lance de feu sur Kai, mais Kai répond avec sa technique habituelle, la boule de feu. La boule de feu de Kai perce et se dirige droit sur Rei, mais ce dernier érige immédiatement une barrière de mana. Cependant, la barrière de mana ne peut rivaliser avec la puissance de Kai, et elle se brise, projetant Rei au sol une fois de plus. Avec Rei au sol, Kai s'approche de lui, lui disant de baisser la tête en signe de respect, et il oublierait tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il veut que Rei admette qu'il n'est qu'un déchet comparé à lui. Au fond de lui, Rei sait qu'il ne peut pas gagner contre Kai avec ses petites attaques et sa faible puissance, mais il n'est pas prêt à abandonner, car cela signifierait continuer à vivre comme un esclave. Déterminé à se faire son propre nom, il se relève en hurlant à Kai qu'il ne s'inclinera jamais devant lui. Kai est furieux en voyant cela, et il dit à Rei qu'il devra peut-être le tuer. Kai active immédiatement la compétence Overlock, qui consomme une grande quantité de mana mais double la quantité de mana pouvant être contrôlée en même temps. Avec elle Overlock en place, Kai est capable d'invoquer plusieurs boules de feu, et il dit avec assurance à Rei qu'il est sur le point d'assister à la puissance d'un roi, une attaque combo de 10 coups. Rei est saisi par la peur en voyant cela, car il reconnaît cette puissance, puisque c'est le coup ultime de Kai. En gros, c'est une personne qui peut utiliser une quantité considérable de mana par rapport à ceux de son niveau. Cependant, c'est quelque chose sur quoi Rei a misé et qu'il s'attendait à ce que Kai utilise. Rei bondit vers Kai, et Kai se moque de lui demandant s'il pense pouvoir esquiver son attaque en plein vol. Rei se retrouve à affronter une volée de boules de feu, mais il active la main de mana, choquant Kai qui ne s'attendait pas à une autre compétence. Rei sait que, peu importe la puissance de Kai, il est limité par un temps de recharge. Il réussit à esquiver les boules de feu et atteint Kai juste à temps. Kai est en période de recharge quand Rei l'atteint, et il le frappe au visage. Le coup de poing de Rei est si puissant qu'il envoie Kai valser à travers l'arène. Et en le frappant, Rei réussit également à lui voler sa compétence Overlock. Rei est satisfait du résultat, puisqu'il a également pu voler la compétence Overlock. Rei pense avoir gagné le combat, mais Kai se relève, le visage défiguré, et menace de tuer Rei. À ce moment-là, Kai sort la compétence lance démoniaque, choquant Rei qui ne s'attendait pas à ce que Kai ait déjà appris cette technique. Apparemment, c'est la meilleure compétence de Kai, ce qui la rend extrêmement dangereuse. Rei regarde la lance foncer droit sur lui, mais avant qu'elle ne puisse le toucher, Rei parvient à l'esquiver. Rei est obligé d'admettre que la vitesse de la lance est d'un tout autre niveau. Rei réalise enfin qu'il n'a pu porter un coup à Kai que parce que celui-ci était négligent, mais les choses ont changé maintenant que Kai est devenu vraiment sérieux. Rei se retrouve à courir dans l'arène car l'écart de force entre lui et Kai a grimpé en flèche. Même avec les destructions qu'il a causées dans l'arène, Kai est loin d'en avoir fini. Rei tente de riposter avec sa lance de feu, mais Kai surpasse sa compétence avec la lance démoniaque. L'onde de choc de l'explosion projette Rei directement contre le mur, et il hurle en le percutant. Kai se moque de lui, disant que c'est exactement pour ça qu'on l'appelle le roi pourpre. Rei n'a d'autre choix que d'admettre que Kai a raison, car sa lance démoniaque est l'une des plus puissantes. Kai se tient de nouveau au-dessus de Rei,
lui disant de ne pas prendre la grosse tête juste parce qu'il peut utiliser plusieurs compétences. Rei admet qu'il n'est pas de taille contre Kai dans son état actuel, mais il réalise soudain que la donne va changer s'il peut découvrir le potentiel de la compétence pourpre. Avant le combat, la limite de sa synthèse était de 2 couleurs, mais Rei change complètement la donne en activant la compétence Overlock. Kai est choqué de voir son frère puiser dans la compétence Overlock comme si de rien n'était. Grâce à l'Overlock, sa capacité de mana augmente automatiquement, et il débloque la synthèse de compétences. Rei sourit en comprenant qu'il a touché le jackpot, mais Kai s'inquiète car il ne sait pas quel plan sinistre il prépare. À ce moment-là, Rei fait quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant, combiner 3 couleurs ensemble. Rei ajoute la compétence rouge à la compétence bleue et couronne le tout avec la compétence jaune, la transformant finalement en mana noir, laissant Kai bouche bée. En gros, les couleurs de mana disponibles sont le rouge, le jaune et le bleu. On a toujours dit à Rei qu'il n'avait pas d'affinité pour ces 3 couleurs, mais à leur insu, ils avaient tous tort. Rei est d'une espèce totalement différente et rare, car c'est un mage des ténèbres, du jamais vu dans l'histoire des mages. Avec la combinaison des 3 couleurs, Rei crée la flamme abyssale, qui a l'air vraiment mortelle. La peur s'empare de Kai, et il lance frénétiquement une lance démoniaque sur Rei, lui hurlant de rester à l'écart. Rei repère la lance et lui lance la boule de feu abyssale, l'écrasant en un instant. Une fois la lance démoniaque écartée, Rei court vers Kai tout en préparant une autre boule de feu. Kai ne veut pas abandonner et invoque une autre lance démoniaque géante en préparation de l'attaque de Rei. Kai lance sa lance démoniaque, et Rei la rencontre à mi-chemin avec la boule de feu. La boule de feu de Rei submerge et consume la lance démoniaque, provoquant une énorme explosion qui met Kai KO. Rei ne croit pas ses yeux alors qu'il tombe au sol, stupéfait d'avoir enfin vaincu Kai. La notification du système apparaît, lui indiquant qu'il a acquis la flamme abyssale, tout cela grâce à la synthèse de compétences. Quelques instants plus tard, Hinata s'approche de Rei, en état de choc, et lui demande quel type de compétence il vient d'utiliser. Rei est déjà inquiet à ce sujet, car il sait qu'il ne pourra pas cacher sa compétence et sa force éternellement. Rei se la joue cool et montre sa compétence, disant qu'elle semble être une compétence noire. Une onde de choc parcourt le corps des Hinata, car Rei est le premier utilisateur de compétences noires. Rei lui demande alors s'il est obligé de signaler la nature de sa compétence à l'association, car il aimerait garder ça secret entre eux. Hinata est surprise d'entendre cela, et elle dit à Rei qu'il rate une opportunité. Rei se demande quelle opportunité il pourrait rater, et Hinata lui rappelle que le mage le plus fort de chaque couleur reçoit toujours le titre de roi, ce qui signifie en gros qu'il est le roi noir, puisqu'il n'y a personne d'autre. Rei y réfléchit profondément. Et même si l'offre est tentante, il dit à Hinata qu'il n'en veut pas pour le moment. Rei sait qu'il est encore faible, ce qui ne correspond pas à un roi. À ce moment-là, il se souvient que son frère est toujours inconscient dans l'arène, et il demande à Hinata s'il ira bien. Hinata lui fait savoir que Kai est l'un des rois, et qu'il se rétablira sûrement bientôt, même s'il est gravement blessé. Néanmoins, Hinata prévoit de l'emmener à l'infirmerie. Soudain, ils reçoivent une notification d'urgence sur leur téléphone, et en la consultant, ils réalisent qu'un donjon est apparu à l'entrée ouest du parc d'Eikebukuro, et que le niveau de mage recommandé pour y entrer est de 70. Hinata est choqué en voyant cela, mais Rei s'y attendait déjà, car il savait que cela s'était produit dans sa vie antérieure. C'est un donjon de niveau 70 alors que la plupart des rois sont encore au niveau 50. Et durant la première semaine de l'apparition du donjon, les rois ont réalisé à quel point ils étaient faibles. À cause de cela, ils ont abandonné le donjon d'Eikebukuro. Mais à leur insu, c'est le début d'une tragédie. Apparemment, le donjon a subi un effondrement car un donjon doit être conquis dans un certain laps de temps, sinon les monstres en déferleront. Le donjon d'Eikebukuro fut le premier où une éruption de donjon s'est produite. L'apparition des monstres a causé de très nombreux morts, laissant la ville de Tokyo submergée par les monstres. En conséquence, beaucoup de gens sont morts à cause du nombre terrifiant de monstres qui ont envahi les rues. Cependant, Rei est prêt à empêcher la tragédie de se reproduire, quoi qu'il en coûte. Hinata perd presque l'équilibre quand Rei lui annonce son plan de conquérir le donjon. Hinata essaie de lui dire à quel point le donjon est dangereux, même s'il est assez fort. De plus, seuls les mages de rang A sont autorisés à entrer dans le donjon, car le niveau recommandé est bien supérieur à 50. Comme il reste un peu de temps avant l'éruption du donjon, Rei confirme si l'examen de promotion au rang A est toujours la semaine prochaine, et Hinata répond oui. Puisque c'est le cas, Rei annonce à Hinata son plan de passer au rang A d'ici le prochain examen. Hinata est encore plus surprise en entendant cela, mais elle ne peut nier le fait que Rei peut effectivement réussir l'examen avec ses compétences. Cependant, elle semble dire qu'il y a un problème, et Rei lui demande ce que c'est. Hinata lui dit alors que pour passer un examen de promotion au rang A, il doit d'abord terminer un donjon de rang B avec une équipe. Cela signifie en gros qu'il doit former une équipe et terminer un donjon de rang B, et Rei avait complètement oublié cela. Rei vérifie son téléphone, et tout ce qu'il voit, ce sont des messages d'insultes de gens lui disant qu'il n'y a aucune chance qu'il forme une équipe avec lui. Comme il doit terminer un donjon de rang B avant la fin de la semaine, Rei sait qu'il est dans une position difficile, car c'est dur de le terminer en solo. Rei se creuse la tête, réfléchissant à ce qu'il peut faire pour se sortir de cette situation délicate. À ce moment-là, il entend des mages réprimander leurs collègues pour sa faiblesse. Cela touche Rei,
qui se souvient avoir toujours été traité comme un déchet, tout comme cette paria. Apparemment, le nom de la fille est Ikino Zaya, et ses collègues ne se retiennent même pas de la traiter de poids mort. Au moment où Rei entend le nom d'Aya, il se souvient de quelque chose d'assez important. Il s'avère que Aya sera connue comme le roi écarlate dans le futur, mais à l'heure actuelle, elle est encore considérée comme une mage incompétente. Même si elle est faible, Rei est déçu que les membres de son équipe la traitent comme un déchet. Aya a essayé de dire aux membres de son équipe qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être renvoyée du groupe car elle ne pourrait pas payer les frais médicaux de sa sœur. Elle promet de faire mieux la prochaine fois qu'ils entreront dans un donjon, et la chef d'équipe lui dit qu'elle attendra de voir ce qu'elle peut faire lors de leur raid du jour même. Elle fait savoir à Aya qu'elle sera définitivement virée de l'équipe si elle échoue, et Aya accepte nerveusement. Aya et son équipe partent alors s'attaquer à un donjon, mais Rei craint que les choses ne se passent pas bien. Rei sait que Aya est devenu le roi écarlate des années plus tard, mais qu'elle a enduré de nombreuses épreuves avant cela. Rei se souvient que c'est à cette époque qu'elle a été impliquée dans un certain incident. Apparemment, elle a été gravement blessée lors d'un combat de boss et est tombée dans le coma pendant des années. Soudain, Rei réalise que l'incident pourrait avoir lieu ce jour-là. Même si Rei n'est pas sûr, il pouvait voir que Aya agissait de manière très étrange. Pour éviter qu'il ne lui arrive quelque chose de grave, Rei décide qu'il doit intervenir. Pendant ce temps, Aya et son équipe ont rencontré le boss du donjon, Dulahan, un monstre de niveau 45. Soudain, la chef d'équipe fait quelque chose d'extrêmement fou, elle pousse Aya à porter du monstre pour l'utiliser comme appât. Elle dit à Aya de combattre le monstre toute seule, et Aya essaie de lui rappeler qu'elle ne peut pas gagner seule contre le monstre. La chef d'équipe dit alors à Aya qu'elle sera renvoyée si elle ne peut pas affronter le monstre boss seule. Aya est poussée dans ses retranchements par l'exigence de la chef d'équipe, mais elle pense n'avoir pas le choix, car tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien de sa sœur. L'équipe regarde avec amusement Aya s'approcher du boss et lui lancer une boule de feu. La boule de feu d'Aya atteint la cible, mais le monstre ne bouge pas d'un pouce. Aya panique en réalisant que son attaque a été inutile contre le monstre. Soudain, le Dulahan bondit vers elle, prêt à l'écraser à mort avec sa grande épée. L'épée frappe juste devant elle, provoquant une grande onde qui brise le sol et la projette à terre, totalement à la merci du monstre. Le monstre est sur le point de l'achever quand Rei apparaît sur les lieux et, avec l'aide de son amélioration corporelle extrême, il bloque l'attaque du monstre. Aya est choquée de voir un sauveur apparaître juste devant elle, l'empêchant de mourir. Rei met toute sa force pour repousser l'attaque, et il pousse le monstre en arrière. Aya reste bouche bée, et Rei se retourne pour s'assurer qu'elle va bien. Les membres de l'équipe d'Aya ne sont pas contents que quelqu'un venu de nulle part soit apparu pour gâcher leur plan. Ils savent que Dulahan est un monstre effrayant au poids terrifiant, mais Rei l'a repoussé comme si de rien n'était. À ce moment-là, Dulahan se relève et pousse un rugissement puissant qui résonne dans tous les coins de la pièce. Rei n'est pas surpris que le monstre soit encore en vie, car l'armure du Dulahan est manifestement améliorée par une compétence de renforcement, ce qui rend les attaques normales totalement inutiles contre lui. Puisque c'est le cas, Rei décide de voler la compétence et de l'annuler. Rei risque tout et bondit vers le monstre pour essayer de le toucher. Il réussit à toucher le monstre et active le drain de compétence. Mais à sa surprise, la compétence refuse de s'activer. Rei est obligé de sauter en arrière avant d'être coupé en deux par le monstre. Rei retourne auprès d'Aya, qui lui demande s'il va bien. Rei lui fait savoir qu'il va bien, car il a réussi à bloquer l'attaque du monstre avec son épée. Rei comprend enfin que l'armure du Dulahan est sa partie externe, et pour que le drain de compétence fonctionne, il doit toucher la partie interne de son corps. À ce moment, Dulahan frappe son épée au sol, libérant une énorme décharge d'énergie. Rei lève sa barrière de mana et crie à Aya de rester derrière lui pour ne pas être touché. La barrière de mana de Rei bloque avec succès l'attaque, mais l'onde de choc projette les membres de l'équipe dans les airs comme des feuilles de papier. Seule la chef d'équipe reste debout, et elle lance avec colère une lance de glace sur le monstre. Étonnamment, Dulahan bloque l'attaque et riposte avec une contre-attaque que la femme ne peut pas esquiver. Elle se retrouve projetée contre un mur. Comme la lance de glace était inutile contre Dulahan, Rei comprend qu'il a besoin d'une compétence qui surpasse la compétence de renforcement du monstre. Rei décide d'utiliser sa flamme abyssale, et il ne perd pas de temps à préparer une boule de feu noir, ce qui choque Aya. Rei lance la flamme noire directement sur le monstre, et Dulahan envoie également son onde d'énergie vers Rei. Les deux attaques se rencontrent à mi-chemin, mais la flamme de Rei est tout simplement trop puissante, et elle submerge la décharge d'énergie de Dulahan. La flamme noire atteint Dulahan avant même qu'il n'ait la chance de faire quoi que ce soit, et il est englouti par les flammes. Rei restreint les mouvements du monstre avec la main de mana pour s'assurer que la flamme noire fasse son travail. Cela suffit à brûler à travers n'importe quelle compétence de renforcement d'armure que possède Dulahan, et il tombe en poussière sous la puissance écrasante de la flamme noire. Avec la mort du Dulahan, il laisse tomber un grand monolithe vert, mais Aya est plus préoccupée par la puissance incroyable que possède Rei. Elle est complètement impressionnée par la façon dont il a réussi à abattre le monstre d'un seul coup, et elle remercie nerveusement Rei de lui avoir sauvé la vie. Rei sourit en disant à la jeune fille qu'il est juste content qu'elle aille bien. Au fond de lui, Rei est vraiment heureux d'avoir réussi à sauver Aya de la mort. L'agaçante chef d'équipe d'Aya se relève enfin, l'air complètement furieuse. Elle comprend que Rei est assez fort, mais son avidité lui fait convoiter la récompense pour avoir vaincu le monstre. Elle s'approche de Rei et lui demande de lui remettre le monolithe, car ce sont eux qui ont fait la demande pour conquérir le donjon.
Aya est choquée d'entendre cela et se sent obligée de rappeler à la femme agaçante que Rey vient de leur sauver la vie. Rey dit même à la femme qu'il n'a aucun problème à lui donner le monolithe. Mais en échange, Rey dit à la femme qu'il veut que Aya soit dans son équipe. Cela choque la chef d'équipe et même Aya elle-même. Rey se tourne alors vers Aya, lui disant qu'elle est également libre de faire son choix, car il ne lui impose rien. La chef d'équipe éclate d'un rire dément en entendant cela et dit à Rey qu'elle est entièrement d'accord avec le marché. Elle tapote l'épaule d'Aya, lui demandant si elle est également d'accord avec le marché. Aya répond discrètement qu'elle accepte le marché, et elle dit à Rey qu'elle est maintenant sous sa responsabilité. La chef d'équipe ramasse le monolithe, et en s'éloignant, elle se vante d'avoir conclu une bonne affaire en échangeant un membre d'équipe inutile. Ce qu'elle ignore, mais que Rey sait, c'est que Aya est la vraie perle rare. Une fois l'équipe partie, Aya remercie à nouveau Rey de l'avoir sauvée, et Rey s'excuse de lui avoir fait quitter son équipe si soudainement. Aya, de son côté, n'a pas une haute opinion d'elle-même, car elle pense qu'elle ne fera que ralentir Rey. Rey lui dit alors qu'elle n'a rien à craindre, car elle va devenir plus forte, et même plus forte que ceux qui l'ont abandonnée. Aya est choquée d'entendre cela, car elle ne se voit pas comme quelqu'un qui va devenir plus fort. Rey lui dit alors qu'il a entendu sa conversation avec ses anciens coéquipiers au quartier général, mais il l'assure que ce n'était pas intentionnel. En raison de ce qu'il a entendu, Rey dit à Aya qu'il peut être son soutien. Aya est soulagée d'entendre cela, et elle dit à Rey qu'elle est prête à être sous sa responsabilité. Rey sourit, réalisant qu'il a décroché le gros lot. Le lendemain, Rey et Aya se préparent à partir pour tenter de conquérir un donjon de rang B. Aya demande s'ils seront éligibles pour l'examen de rang A s'ils conquièrent le donjon, et Rey répond oui. De plus, Rey lui fait savoir qu'il y a en fait quelque chose à l'intérieur du donjon qui la rendra plus forte. Cela rend Aya curieuse, car elle sait que devenir plus forte l'aidera à gagner plus d'argent pour payer les frais médicaux de sa sœur. Excitée par cette idée, Aya montre à Rey à quel point elle est surexcitée à l'idée de s'attaquer au donjon. Les deux entrent dans le donjon de rang B, qui est une grotte de cristal. Le premier groupe de monstres qu'ils rencontrent sont des loups noirs, ce qui effraie Aya. Cependant, Rey lui demande de rester en retrait pendant qu'il s'occupe des monstres. Rey court vers les monstres et active l'amélioration corporelle extrême avant de les atteindre. Armé de son épée, il découpe les monstres comme du papier. Il les tranche les uns après les autres, choquant Aya qui regardait de derrière. Elle est émerveillée par la force de Rey, car sa puissance ne peut être comparée à celle de ses anciens coéquipiers, même s'il était fort. Rey conduit alors Aya exactement là où il veut qu'il aille, l'assurant qu'il va la soutenir. Il l'incite à suivre le plan, et Aya s'avance vers les monstres pour tenter de les vaincre afin de monter de niveau assez vite. Même si elle ne peut utiliser que des attaques simples, elle est prête à faire de son mieux contre les monstres. Aya invoque ses boules de feu en préparation des petits monstres qui courent vers elle. Pendant ce temps, Rey se tient en retrait et observe, car il a préparé pour Aya le test parfait pour lui faire prendre conscience de sa propre arme. Tandis que Aya s'occupe des petits monstres, un énorme apparaît par derrière. Mais Rey est prêt à s'en occuper, car il n'est pas d'humeur à laisser quoi que ce soit interférer avec ce que Aya est en train de faire. Aya parvient à vaincre les monstres, mais peu importe ce qu'elle fait, il continue d'arriver comme s'il avait des cartes de réapparition infinies. Pour ne rien arranger, elle se fait même mordre au bras gauche, car elle sera bientôt à court de mana si elle ne trouve pas un moyen de se débarrasser de ces monstres agaçants. Aya pense à la dureté de sa vie lorsqu'elle lève les yeux et voit réaffronter un groupe de monstres plus coriaces juste pour lui faciliter les choses. C'est à ce moment-là qu'elle réalise enfin qu'elle doit arrêter de se plaindre et commencer à agir. Aya est prête à être à la hauteur des attentes que Rey place en elle, et elle utilise ses émotions pour invoquer une boule de feu. Elle lance la boule de feu sur les monstres, et grâce aux émotions qui l'animent, la boule de feu grossit suffisamment pour dévorer les monstres en un instant. Aya est choquée de réaliser que sa boule de feu grossit, mais que son mana ne s'épuise pas. Rey, de son côté, est heureux que Aya commence enfin à maîtriser ses pouvoirs, car elle est en fait faite pour les combats d'endurance. En gros, sa réserve de mana est sa plus grande arme, et elle vient tout juste de le découvrir. Aya est stupéfaite en réalisant qu'elle a débloqué une compétence, fournaise. Un instant plus tard, les deux arrivent dans la salle du boss, qui abrite un slim géant de niveau 52. Alors que Rey fonce vers le slim, il dit à Aya d'utiliser sa nouvelle compétence contre lui. Aya acquiesce et déchaîne sa fournaise, libérant une puissance de feu écrasante qui la choque elle-même. Elle n'arrive pas à croire qu'elle est capable d'une telle puissance terrifiante. De son côté, Rey sait de quoi elle est capable, car la fournaise est une compétence qui augmente la puissance de feu de ses sorts, mais à un coût élevé en mana. En gros, cela correspond parfaitement à ses compétences. Mais soudain, Rey réalise que le niveau de puissance de feu dont il est témoin est plus élevé que ce qu'il pensait. La puissance de feu d'Aya engloutit toute la pièce, la faisant virer au rouge, et elle finit par anéantir le slim. Une fois le boss vaincu, Rey s'approche d'elle et la félicite pour son excellent travail. Aya est d'abord secouée, mais elle se ressaisit et se met à rire car elle n'aurait jamais cru être capable d'une telle puissance incroyable. Cependant, elle ne perd pas une seconde pour remercier Rey, car c'est entièrement grâce à lui qu'elle a découvert son potentiel. Après avoir conquis le donjon de rang B, les deux retournent à la surface, et elle mentionne qu'ils ont réussi à remplir la condition leur permettant de participer à l'examen de rang A, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'à passer l'examen. Rey lui sourit pour confirmer, mais au fond de lui,
il est impatient de passer l'examen et de le réussir car c'est une nécessité absolue. Le jour de l'examen de rang A, ils se rendent tous les deux à l'association, et Hinata leur annonce qu'ils devront mesurer leur capacité de combat et être associés à quelqu'un pour un combat simulé. Rei est prêt à passer l'examen et à le réussir, afin de pouvoir enfin devenir un mage de rang A pour son prochain plan. Aya est également excitée, et elle encourage Rei à faire de son mieux lui aussi. C'est alors qu'il tombe sur d'anciens membres de son groupe et leur chef agaçante, Izuayama. Il se moque d'elle parce qu'elle essaie de passer l'examen, mais Rei intervient pour défendre Aya, disant aux membres du groupe que Aya ne perdra pas contre des lâches comme eux. Izuayama ricane puis se moque de Rei, lui disant qu'elle a de meilleurs coéquipiers qu'il pourrait recruter à la place de l'inutile Aya. À ce moment-là, ladite coéquipière apparaît au loin, et il s'avère que c'est une jeune femme, Aono Yuri. Cela inquiète immédiatement Rei car il a déjà entendu ce nom dans sa vie passée. Apparemment, Yuri était si puissante qu'elle a une fois conquis en solo un donjon très dangereux sans trop de difficultés. C'est après cela qu'elle est devenue vraiment célèbre. Et à en juger par les circonstances actuelles, Rei devine facilement que Yuri est probablement déjà une mage de rang A. Yuri s'approche alors de Rei en disant qu'il a l'air d'être quelqu'un d'assez intéressant. Cela prend Rei au dépourvu, le laissant fixer Yuri d'un air étrange. Aya s'inquiète de la façon dont Rei agit et l'appelle par son nom. La mention de son nom permet à Yuri de savoir immédiatement qui il est, car elle devine qu'il est le frère aîné de Kai. De plus, elle a appris que Kai a perdu contre lui, et cette nouvelle choque Rei car il ne savait pas que ses exploits s'étaient autant répandus parmi les mages. Aya, de son côté, est totalement choquée que Rei ait vaincu Kai, et elle est obligée de lui demander si c'est vrai. Yuri se retourne alors pour dire à Rei qu'il est peut-être impressionnant, mais qu'il n'a aucune chance contre elle. Yuri mentionne que le roi violet, Kai, est plus faible qu'elle. Un instant plus tard, les mages se rassemblent au centre d'entraînement pour tester leurs compétences de combat contre le golem artificiel fourni par l'association. Apparemment, le golem est recouvert d'une roche spéciale plus dure que la roche normale, et on demande aux mages de faire de leur mieux contre lui. Rei est la première personne à être appelée pour tester sa force contre le golem. Il se tient devant le golem et invoque une boule de feu, mais les mages présents se mettent à rire de lui pour avoir essayé d'utiliser un élément de feu contre un golem d'élément métallique. En fonçant vers le golem, Rei est presque sûr que l'élément de feu sera totalement inutile contre le golem. Mais juste avant d'atteindre le golem, il combine l'attaque de feu avec l'éclat de glace pour créer la lance de feu. Rei tire la lance de feu sur le golem, lui fracassant la tête et laissant un nuage de fumée dans son sillage. Le superviseur examine le golem, et dès qu'il n'obtient aucune réponse, il confirme que le golem a été vaincu. Les mages qui se moquaient de Rei auparavant se mettent à murmurer avec admiration, car ils ne s'attendaient pas à ce que Rei abatte le golem d'un seul coup. Yuri, de son côté, est impressionné par la façon dont Rei a fusionné les deux éléments pour créer un élément encore plus puissant. Rei sourit car il est manifestement fier de la manière dont il a géré toute la situation. Quant à Aya, elle passe le test de mesure de réserve de mana, et elle doit tenir une boule de cristal dans ses mains pour obtenir une mesure précise. Au moment où elle s'apprête à toucher la boule de cristal, les anciens membres de son groupe se moquent déjà d'elle, disant qu'elle devrait avoir honte d'être venue passer l'examen. Cependant, tout le monde dans la pièce est abasourdi lorsque l'appareil affiche sa puissance de feu écrasante. Izuayama n'arrive pas à y croire et suppose que Aya est très certainement en train de tricher. Une fois les autres prérequis terminés, l'examinateur annonce aux mages que les combats simulés sont la dernière chose au programme. Pour le premier match du combat simulé, Aya est opposée à son ennemi juré, Izuayama. Aya reste calme alors qu'elle s'apprête à affronter la jeune femme, mais Izuayama est impatiente de combattre Aya pour pouvoir la démasquer. Le combat commence, et Izuayama lance une volée d'aiguilles de glace sur Aya, mais celle-ci brise tout facilement avec une boule de feu géante qui projette des éclats de glace partout, manquant d'aveugler la lanceuse elle-même. Izuayama est choquée en voyant cela car elle ne s'attendait pas à ce que Aya possède une compétence de puissance de feu aussi écrasante. Izuayama est surprise, mais Aya n'a même pas encore commencé. Aya crée une autre boule de feu et la lance sur Izuayama. Izuayama sent la puissance terrifiante derrière la boule de feu et érige immédiatement une barrière de mana, espérant que cela la sauvera. Avant que l'attaque ne la touche, elle se moque déjà d'Aya en la traitant d'idiote car son plan d'attaque est assez simple. Elle prévoit de bloquer l'attaque d'Aya avant de lancer une contre-attaque pour se débarrasser d'elle. Soudain, elle réalise quelque chose de fou, l'attaque d'Aya n'est pas près de s'arrêter. Aya continue de lancer une série de boules de feu sur Izuayama et sa barrière de mana. Et à cause des attaques consécutives, la barrière de mana se brise, révélant la peur d'Izuayama derrière elle. Izuayama a recours à sa lâcheté habituelle, mais alors qu'elle s'enfuit, elle est touchée par l'un des débris résultant de l'attaque de boules de feu d'Aya. Izuayama est touchée à l'arrière de la tête, et alors qu'elle s'écrase au sol, chaque fibre de son être refuse de croire que Aya l'a surpassée en force. Elle s'écrase au sol, et l'examinateur arrête le combat, déclarant Aya vainqueur. Le visage d'Aya s'illumine d'excitation, et alors qu'elle retourne dans les gradins, Rei la félicite pour son excellent travail. Aya sourit, disant qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a gagné, mais elle souhaite bonne chance à Rei pour son combat contre Yuri. Yuri reste calme en disant à Rei d'entrer dans l'arène pour leur combat. Alors qu'il entre sur le ring, Yuri demande à Rei s'il y a une raison particulière pour laquelle il passe l'examen. Rei reste muet, et Yuri dit qu'elle peut voir qu'il est mieux préparé que les autres participants.
Rei répond alors qu'il a quelque chose qu'il doit faire à tout prix, c'est pourquoi il ne peut pas laisser Yuri l'arrêter. Yuri sourit en entendant cela, et elle dégage une aura écrasante, rappelant à Rei qu'elle est plutôt forte. Rei l'assure qu'il en est conscient, mais il est confiant qu'il va gagner. Yuri est impressionné par sa confiance, et pour mettre fin aux discussions, elle suggère qu'ils se battent plus tôt. Yuri commence les attaques la première, et elle lance une série de lames de mana sur Rei. Rei sort son épée pour essayer de bloquer les lames, mais il a du mal. Apparemment, Yuri utilise une compétence appelée conversion de mana qui permet à l'utilisateur de manipuler son mana librement. C'est alors que Yuri surprend Rei avec une attaque puissante et écrasante qui manque de l'anéantir, mais il parvient à s'écarter à temps. Yuri sourit d'un air mauvais, disant que Rei a de la chance d'avoir esquivé l'attaque, mais Rei en a assez de rester sur la défensive et décide de passer à l'offensive. Il court vers elle, mais Yuri ne va pas le laisser l'atteindre si facilement. Elle lui lance des attaques à longue portée, mais il les bloque avec sa barrière de mana. Rei fonce alors vers elle et balance son épée de toutes ses forces pour tenter de la décapiter, mais elle saute en arrière. Alors qu'elle est encore en l'air, Rei tente de l'achever avec sa lance de feu, mais Yuri utilise la compétence de conversion de mana pour créer un bouclier et se protéger. Son bouclier parvient à résister à la puissante attaque de lance de Rei, mais elle admet qu'il a fait de son mieux. Rei, de son côté, est inquiet car sa défense semble être totalement sans faille. Sans aucun doute, Rei peut voir qu'elle est absolument forte. Yuri fait alors le prochain pas en lançant plusieurs rayons à longue portée sur Rei, le forçant à courir dans l'arène pour tenter de les esquiver. Rei admet que les attaques de Yuri sont gênantes, et Yuri, de son côté, se moque de lui, disant qu'il n'a aucune chance s'il pense pouvoir gagner en courant partout. Rei se tourne alors vers elle, et elle le verrouille avec ses attaques, croyant que c'en est fini de lui. Cependant, Rei a autre chose en tête. Juste au moment où les attaques sont sur le point de le toucher, il active son amélioration physique et tranche tout ce que Yuri lui lance, la choquant. Cependant, elle n'a pas encore fini avec Rei. Yuri admet que c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un capable de manier 3 couleurs. Cependant, elle le choque en disant qu'elle peut aussi utiliser l'amélioration corporelle. Elle active la compétence puis invoque une faux en utilisant sa compétence principale. Soudain, elle disparaît juste devant Rei, et au moment où elle réapparaît, elle est derrière lui. Rei manque de perdre la tête, mais parvient à se retourner juste à temps pour bloquer l'attaque. Rei est projeté en arrière par l'attaque écrasante et par la vitesse de Yuri. Rei se retrouve bientôt de nouveau sur la défensive alors que Yuri le traque. Rei n'arrive pas à croire la quantité de puissance écrasante que possède cette fille, et à cause de cela, il décide de prendre des mesures extrêmes. Il laisse Yuri s'approcher et lui attrape la main. Mais Yuri se moque de lui pour cela, croyant qu'il n'y a rien à en tirer. Soudain, elle se rend compte que quelque chose ne va pas, et avant qu'elle ne s'en aperçoive, Rei lui a volé sa compétence d'amélioration corporelle. Elle commence à tituber en arrière en réalisant que sa puissance la quitte. Sans aucun moyen de se défendre, Rei a l'ouverture parfaite pour lui asséner un coup parfait en plein dans la poitrine. Yuri tousse de douleur en tombant au sol. Elle n'arrive pas à croire que Rei cachait sa véritable puissance depuis le début. Avec Yuri au sol et incapable de se battre, Rei est déclaré vainqueur du duel. Plus tard, Yuri se réveille à l'hôpital et voit Rei et Aya à ses côtés. Les deux sont heureux de la voir de retour, et elle admet qu'elle a complètement perdu le combat. Elle dit à Rei qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort. Yuri lui demande alors pourquoi il est venu lui rendre visite. D'une voix et d'une posture humble, Rei incline la tête et demande à Yuri si elle accepterait de rejoindre son groupe. Yuri est choqué en entendant cela, et Rei lui fait savoir qu'après réévaluation du combat, elle a également été promue au rang A. Rei admet qu'ils ont besoin de Yuri s'ils veulent avoir une chance de conquérir des donjons difficiles. Rei est encore en train de parler quand Yuri l'interrompt en éclatant de rire, disant qu'il est un type vraiment intéressant. Yuri ne fait pas traîner les choses et dit à Rei que cela ne la dérange pas de le suivre. Rei est heureux d'entendre cela, et les deux se serrent la main pour sceller l'accord. Soudain, le sol se met à trembler violemment, laissant Rei totalement inquiet. Il se demande ce qui peut bien se passer, et à son insu, Chrono essaie en fait de s'échapper de l'endroit où il est emprisonné, et il n'a besoin que d'un peu plus de force pour y parvenir. Lorsque les secousses ont cessé, Rei s'est souvenu que dans sa vie passée, de nombreux tremblements de terre similaires s'étaient produits avant que le donjon des Ikebukuro ne s'effondre. Rei comprend qu'il approche déjà de la date limite de l'effondrement du donjon. Même si le donjon est assez difficile à conquérir, Rei pense qu'ils n'ont pas le choix à ce stade. C'est alors qu'il annonce aux deux filles son plan de conquérir le donjon, ce qui leur fiche une peur bleue. Elle lui rappelle que le donjon est le plus difficile de la région, ce qui le rend encore plus dangereux pour eux trois. Yuri lui demande alors s'il suggère de conquérir le donjon à cause du tremblement de terre qui a eu lieu, et Rei avoue qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Rei dit qu'il y a plusieurs rapports concernant des monstres anormaux, et il veut croire que c'est un prélude à quelque chose de plus dangereux. Yuri ne se soucie pas vraiment de ce que dirait tant qu'elle le suit. Réalisant que Yuri est partante, Aya assure également Rei de son soutien. Rei est heureux d'entendre cela et les remercie pour leur soutien. Le lendemain, Rei et son groupe soumettent une demande à Hinata pour conquérir le donjon des Ikebukuro. Leur demande est approuvée, et le trio se dirige vers l'entrée du donjon. Étant la folle qu'elle est, Yuri est super excitée à l'idée de s'attaquer au donjon. Aya mentionne que cela aurait été mieux s'il avait été plus nombreux, mais Rei dit que c'est impossible car l'association est limitée dans le nombre de mages de rang à qu'elle peut déployer.
Il dit ensuite que ça aurait été bien si une certaine personne nommée Wakawa était avec eux. Avant la régression, Wakawa était connu pour être l'un des meilleurs du Japon. Ray craint que Chrono n'apparaisse à nouveau si l'effondrement du donjon se produit, et il est déterminé à s'assurer que cela n'arrive pas. Avant d'entrer, les filles pressent Ray de laisser tomber les formalités et de les appeler par leur prénom. Pour ne plus perdre de temps, il accepte, et le trio entre ensuite dans le donjon. En entrant, le premier monstre qu'il rencontre est un démon crâne de niveau 71. Ray est choqué de voir ça, car ce monstre est un boss dans d'autres donjons de bas niveau, mais il apparaît déjà à l'entrée de celui-ci. Sans crainte, le trio fonce vers le démon crâne, qui érige immédiatement une barrière de mana. Ray comprend que la première chose à faire est de se débarrasser de la barrière de mana, et il tire une lance de feu sur la barrière. Cependant, un seul coup de la lance de feu semble trop faible pour détruire la barrière. Aya et Yuri unissent alors leurs forces pour abattre la barrière, donnant à Ray l'occasion de foncer dessus et de le trancher en deux. Comme d'habitude, vaincre le démon crâne leur rapporte une grosse pierre de monstre vert. Ray félicite les filles pour leur timing impeccable pour abattre la barrière. Yuri trouve enfin le courage de demander à Ray comment il fait pour utiliser autant de compétences. Ray prend une minute, mais il finit par répondre, révélant qu'il a une capacité appelée vol de compétences. Les filles sont confuses, et Ray explique qu'en touchant simplement quelqu'un, il peut lui voler sa compétence. Yuri comprend enfin ce qui s'est passé pendant leur duel. Cependant, Ray assure à Yuri qu'il lui a déjà rendu sa compétence. Aya, de son côté, est complètement époustouflée car elle ne s'attendait pas à ce que Ray ait une compétence aussi surpuissante. Elle comprend enfin pourquoi Ray voulait qu'ils s'attaquent au donjon, et elle conclut qu'ils sont en sécurité tant que Ray est avec eux. Aya est également déterminée à ne pas être un fardeau pour l'équipe. Sur ce, l'équipe continue d'avancer plus profondément dans le donjon, et peu après, ils arrivent à la salle du boss. Aya fait remarquer que le grondement du sol devient plus intense. Elle est obligée de demander s'ils ont vraiment ce qu'il faut pour affronter le monstre boss. Ray dit alors à Aya qu'ils ont gagné des niveaux en se rendant à la salle du boss. Et avec ça, il pense qu'ils devraient pouvoir y arriver. Aya admet que le gars a raison dans son analyse, et elle est prête à prouver à l'équipe qu'elle n'est pas un handicap. Soudain, quelque chose apparaît derrière et attrape Aya avant que quiconque puisse réagir. Il se retourne pour voir une créature terrifiante, une faucheuse de niveau 89, qui est le boss du donjon. Ray est finalement choqué et terrifié, car le boss ne devrait pas être hors de sa salle. Cela laisse plusieurs questions se bousculer dans sa tête, mais l'essentiel est qu'ils sont dans un sacré pétrin. Ray dit alors à Yuri que même si la situation semble mauvaise, ils n'ont pas d'autre choix que de sauver Aya. Ray crie le nom d'Aya pour s'assurer qu'elle va bien. Apparemment, Aya a réussi à lancer une barrière de mana pour éviter d'être écrasée, mais en même temps, Ray est inquiet car même si Aya a une grande réserve de mana, il y a quand même une limite. Même si la meilleure option pour lui est d'utiliser sa flamme abyssale, il ne peut pas le faire car Aya serait prise dans les tirs croisés. La seule solution au problème est de trouver un moyen de la sortir de cette situation. Ray dit alors à Yuri qu'il va faire de son mieux pour attirer l'attention du tentacule, et il l'exhorte à trouver un moyen de sauver Aya. Avec un plan qui semble solide, les deux foncent vers le monstre. Ray se place directement en face du monstre et manque de se faire frapper par un tentacule, mais il l'esquive de justesse. Les dégâts du tentacule font voler le sol en éclats, ce qui choquerait. Il comprend immédiatement qu'il est fini s'il subit un coup direct. Juste au moment où il se croit hors de danger, un des tentacules apparaît par derrière. Aya croit que le gars est fini alors qu'elle crie son nom de douleur. Heureusement pour Ray, il a réussi à se sortir de cette situation difficile en utilisant main de mana, et il a poussé un soupir de soulagement. Pendant que tout ce chaos se déroule, Yuri a eu l'occasion d'atteindre le monstre. Elle balance sa faux, espérant porter un coup critique, mais son attaque ricoche, et c'est à ce moment-là qu'il réalise que le monstre a une compétence de renforcement. Yuri est forcé de battre en retraite avant de se faire écraser entre les grands tentacules du monstre. Ray prend de ses nouvelles, et elle assure au gars qu'elle va très bien. Cependant, les deux pouvaient voir qu'il y avait quelque chose d'étrange dans tout ça. En gros, les monstres à tentacules ont toujours une faible défense, et c'est la première fois que Ray en voit un avec une compétence de renforcement. En plus de la liste de choses étranges concernant le monstre, il y a le fait qu'il se trouve hors de sa salle. À son insu, Chrono joue un grand rôle dans tout ce qui se déroule juste devant lui. Cependant, le monstre les attaque avec une telle rage qu'ils n'ont pas le temps de commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire. Alors qu'elle est coincée dans sa barrière protectrice, Aya pense que ce que les deux autres affrontent est essentiellement de sa faute. Elle se rend compte qu'elle a été trop passive parce qu'elle compte toujours sur Ray pour régler les problèmes. Elle commence à se creuser la tête pour trouver quelque chose qu'elle pourrait faire pour aider dans cette situation. Yuri et Ray ont bientôt un énorme problème sur les bras car ils sont presque à court de mana, à cause du nombre de combats auxquels ils ont participé. Ray est sur le point d'abandonner la situation quand il se souvient soudain de quelque chose. Il crie à Aya de les frapper avec sa fusion de mana. Aya est choquée d'entendre ça, et il en va de même pour Yuri qui pense que la compétence est inutile car elle consomme beaucoup de mana. Ray comprend pourquoi elle pense cela car la compétence était également considérée comme inutile dans sa vie passée. Mais grâce à un certain mage, la valeur de la compétence a été découverte plus tard. Ce fameux mage n'est autre que Aya elle-même, car c'est elle qui l'a compris avant la régression. Aya est également partagée à propos de la compétence car elle ne l'a jamais utilisée auparavant.
Mais puisque Rei le lui demande, elle est prête à le faire. C'est alors que Aya déchaîne sa compétence, et elle frappe les deux comme prévu. Étonnamment, Yuri se rend compte que son mana commence à se régénérer, mais Rei se contente de sourire car il connaît l'essence de la compétence. Apparemment, la fusion de mana a pour effet de partager le mana de l'utilisateur, mais c'est une compétence que seul un mage avec une grande quantité de mana peut maîtriser. Aya est excitée en voyant cela, mais soudain, elle réalise que la quantité de mana qu'elle partage n'est pas suffisante. Elle comprend alors que son partage de mana est limité à cause de la barrière de mana qu'elle a activée. Pour aider correctement l'équipe, elle désactive sa barrière de mana, donnant au monstre l'occasion de l'agripper fermement. Cependant, Aya parvient à libérer tout son mana pour que les deux autres puissent l'utiliser. Une fois cela fait, elle dit faiblement aux deux autres que le reste dépend d'eux. Avec le sacrifice de leur coéquipière, les deux deviennent hyper déterminés à abattre le monstre à tout prix. Les deux foncent vers le monstre, prêts à le déchiqueter pour sauver Yuri. Comme leur mana a été restauré, ils ont ce qu'il faut pour percer les défenses du monstre en utilisant leurs compétences d'amélioration. Ils commencent à décimer les monstres à gauche et à droite, et Rei presse Yuri de maintenir l'élan pour qu'il puisse sauver Aya. Rei a l'occasion d'atteindre Aya, mais le monstre a une longueur d'avance sur eux. Le monstre déplace immédiatement la position d'Aya, rendant les choses encore plus difficiles pour eux. Rei comprend facilement qu'à ce rythme, ils ne pourront pas atteindre Aya. Cependant, Yuri l'assure qu'elle va lui ouvrir un chemin. Yuri utilise alors sa compétence principale pour libérer une aura immense, créant un escalier sur lequel Rei peut grimper pour atteindre Aya. Rei est reconnaissant pour l'aide et il fonce vers Aya en utilisant l'escalier. Le monstre essaie de bloquer son chemin avec certains de ses tentacules, mais Rei les tranche facilement avec une fureur pure. Avec une vitesse et une détermination incroyables, il atteint Aya et la libère de l'emprise du monstre. Rei parvient à atteindre le sol et vérifie si Aya va bien. Aya ouvre les yeux et sourit, disant que Rei est toujours aussi impressionnant. Yuri se précipite alors vers elle, disant à Aya qu'elle les a en fait sauvés avec sa compétence. Yuri admet que Aya a un sacré cran. Même s'ils ont sauvé Aya, la mission principale d'abattre le monstre demeure. Rei et Yuri se précipitent vers le monstre, mais les choses se compliquent car il régénère ses tentacules. Yuri réalise qu'il se trouve dans une situation difficile et demande à Rei quelle devrait être leur prochaine action. Rei dit alors à Yuri de lui laisser le reste, et même si elle est sceptique, elle accepte de le laisser faire ce qu'il veut. Rei fonce vers le monstre, assurant à Yuri qu'il va en finir avec lui. Yuri est choquée quand elle réalise que Rei court vers le monstre sans arme à la main. Juste au moment où Rei est sur le point d'atteindre le corps principal du monstre, celui-ci régénère l'un de ses tentacules pour lui bloquer le chemin. Rei fait alors appel au pouvoir d'Overclock, espérant doubler sa puissance de feu avant d'utiliser la flamme abyssale. Son corps tout entier est enveloppé d'une aura sombre alors qu'il déchaîne une flamme puissante sur le monstre, lui arrachant finalement la tête. Le monstre s'écrase au sol, ce qui choque Chrono, qui ne s'attendait pas à ce que la faucheuse soit vaincue. Néanmoins, il est déterminé à s'assurer que Rei et ses amis ne s'en sortent pas vivants. L'équipe célèbre encore sa victoire lorsqu'un fluide sombre émerge du corps vaincu du monstre et se dirige droit sur Aya. Il la transperce presque, mais Rei parvient à la pousser hors du chemin juste à temps. Rei se rend compte que le fluide devient plus puissant, et il crie aux filles de s'enfuir. Alors qu'ils courent vers la sortie, Rei espère qu'ils ne mourront pas, puisqu'ils ont réussi à empêcher le donjon de s'effondrer. Juste au moment où ils sont sur le point d'atteindre la sortie, le fluide prend le dessus sur eux. Le trio est sur le point d'être englouti lorsqu'un bouclier doré les recouvre, et une voix sévère leur dit de s'écarter. L'équipe se retourne pour voir leur sauveur, qui n'est autre que le puissant Wakawa Hikaru. Les filles sont choquées quand Wakawa se présente, car Rei avait mentionné son nom avant qu'il n'entre dans le donjon. Rei admet que c'est bien le type à qui il voulait demander de l'aide. En gros, Wakawa est plus fort que tous car il est actuellement un mage de rang S. De plus, il était connu comme le roi jaune avant la régression de Rei. Rei sait qu'il aurait été fichu si Wakawa n'était pas arrivé juste à temps pour les protéger avec sa magie de barrière. Wakawa leur fait un clin d'œil, disant qu'il est content d'être arrivé juste à temps pour les sauver. Wakawa mentionne qu'il était dans un autre donjon, une requête du pays. Cependant, il a été contacté par quelqu'un qui n'est autre que Hinata. Wakawa choque alors Rei en lui disant qu'il le connaît, puisqu'il est le frère de Kai. Wakawa assure à Rei qu'il n'a rien à craindre, car il était simplement intéressé par lui. Rei est soulagé d'entendre cela, et il remercie enfin Wakawa pour son aide. Wakawa ne prend pas cela très au sérieux et dit à Rei qu'il a vraiment fait quelque chose d'impressionnant en battant le boss du donjon. À ce moment-là, la pierre de mana du monstre vaincu tombe, et Wakawa est choqué par la taille de la pierre. Wakawa en déduit que le boss du donjon est assez fort, et il lance la pierre de mana à Rei, qui la rattrape de justesse avant qu'elle ne tombe. Wakawa félicite Rei, en lui disant qu'il attend beaucoup de lui à l'avenir. Après avoir dit cela, Wakawa sort du donjon, et l'équipe le suit. Lorsqu'il entre dans le bâtiment de l'association, Yuri mentionne que Wakawa est un type intéressant, et Rei est d'accord avec elle. Hinata est choquée quand elle voit l'équipe arriver, et elle se met à crier, leur demandant s'ils vont bien. Hinata s'inquiétait pour l'équipe car il mettait trop de temps dans le donjon. Hinata gronde Rei pour être allé directement dans le donjon après avoir soumis son formulaire de candidature, même si ce donjon est plus dangereux que les autres. Hinata leur demande alors où ils en sont dans le donjon, s'attendant à ce qu'ils soient encore au niveau de l'entrée.
Hinata et ses collègues ont presque une attaque quand Rei mentionne qu'ils ont conquis le donjon entier. Ils ne croient pas leurs yeux ni leurs oreilles, ce qui les fait crier comme des fous. L'information sur la conquête du donjon des Ikebukuro commence bientôt à se répandre. Les guildes se démènent pour essayer de contacter la personne qui a conquis le donjon. En s'adressant à la presse, Aya dit qu'elle a enfin assez d'argent pour couvrir les frais médicaux de sa sœur, et en plus, elle remercie Rei pour cette formidable opportunité. Izuayama et les membres de son groupe sont totalement dégoûtés en voyant cela, mais Izuayama veut toujours croire que Aya triche. La même chose s'applique à Kai, qui est absolument furieux que Rei soit celui qui a conquis le donjon. La nouvelle de la conquête du donjon par Rei s'est répandue partout, surtout qu'il était connu comme un incolore auparavant. Les discussions de groupe se sont enflammées, les amis s'interpellant les uns les autres, suggérant qu'ils s'excusent tous d'avoir critiqué Rei. Pendant que tout le monde parle de l'exploit de Rei, il réfléchit à la manière de devenir plus fort, car il a pu conquérir le donjon grâce à l'aide des autres. 3 jours plus tard, Rei se rend à l'association car Hinata l'a convoqué, prétendant qu'il y a quelque chose qu'il doit entendre. Rei et les filles sont choqués quand Hinata leur annonce qu'ils ont reçu une requête pour conquérir un certain donjon. Aya n'arrive pas à y croire car ils viennent de devenir des mages de rang A, et Hinata dit que c'est possible grâce à leur récent exploit. En général, les explorations de donjons sont demandées par les mages eux-mêmes, mais recevoir une requête officielle est quelque chose que l'association n'accorde qu'à un certain nombre de mages. Aya sourit, disant à Rei que tout le monde compte sur lui, mais Rei n'est pas d'accord, affirmant que tout le groupe est nécessaire. Rei demande alors à Hinata qui a fait la demande, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas répondre car ses supérieurs lui ont demandé de garder le secret. Comme prévu, Yuri veut qu'il accepte la mission simplement parce que ça a l'air amusant. Rei est obligé d'accepter car la demande a été faite via l'association, donc ça ne devrait pas être quelque chose de suspect. À ce moment-là, Hinata mentionne qu'un mage de rang S les accompagnera dans cette mission. Le lendemain, le groupe se dirige vers l'endroit où ils doivent rencontrer le 10 mage de rang S. Aya est curieuse de voir qui sera cette personne. Un instant plus tard, ils tombent sur la personne, et à leur plus grande surprise, c'est Okawa. Alors qu'il entre dans le donjon, Rei mentionne qu'il n'aurait jamais pensé que Wakawa serait celui qui les escorterait, et Wakawa sourit, disant qu'il le savait déjà, mais qu'il voulait garder la surprise. Wakawa mentionne ensuite qu'il attend avec impatience la mission car le monde entier les regarde aussi. Aya est épatée par l'insouciance des Wakawa, et Rei est d'accord avec elle, mais lui rappelle que le type est quand même un mage de rang S. Rei demande alors à Wakawa s'il est vrai qu'il y a un mécanisme complexe à l'intérieur du donjon, et Wakawa répond que oui. Apparemment, l'équipe d'éclaireurs est revenue avec un rapport indiquant qu'un mur de feu bloquait le chemin. Rei est curieux à ce sujet, et il demande comment ils sont censés s'en occuper. Wakawa leur rappelle alors qu'il a sa compétence de barrière, et tant qu'il est avec eux, le mur de feu ne signifie rien. Rei remarque que le type est trop confiant, et il se demande s'il pense que le donjon sera facile. Comme si Wakawa pouvait lire dans ses pensées, il dit à Rei qu'il verra à quel point il est cool une fois qu'il le verra en action, car c'est lui qui portera toute l'équipe. Soudain, une vague de monstres apparaît, et Rei dit à son équipe de se préparer à combattre. Il est aussi curieux de voir à quel point un mage de rang S est réellement fort. Soudain, il aperçoit Wakawa assis dans un coin, la peur se lisant sur son visage. Wakawa dit au trio de s'occuper des monstres car il n'est pas très familier avec le type de monstre qu'il affronte actuellement. Aya rappelle à Wakawa ce qu'il a dit sur le fait d'être le meneur, mais Rei dit simplement à son équipe d'affronter le monstre et d'oublier le lâche. Le trio prend position et commence à lancer des attaques à longue portée sur les monstres qui approchent. Yuri attaque les monstres avec confiance, disant qu'ils ne sont rien comparés aux monstres qui l'ont combattu dans le passé. Aya et Yuri éliminent la majorité des monstres, et Rei achève le reste avec sa lance de feu. Wakawa est stupéfait en voyant cela. Et après que les monstres ont été vaincus, Aya célèbre avec enthousiasme avec Rei. Wakawa se lève enfin de sa cachette, prétendant qu'il déteste les insectes, et il est reconnaissant qu'il lui ait sauvé la vie. Soudain, des loups apparaissent par derrière et foncent sur Wakawa, mais il devient sérieux et les immobilise dans une boîte carrée, les tuant finalement assez facilement. Rei et son équipe sont choqués en voyant cela, et Rei demande à Wakawa quel genre de compétence il vient d'utiliser. Wakawa mentionne que la compétence s'appelle la boîte carrée, et c'est l'une de ses compétences de barrière. Cependant, la compétence ne peut pas être utilisée contre un grand adversaire. Rei est complètement stupéfait car il en a déjà entendu parler, mais c'est la première fois qu'il en est témoin. Une fois les monstres éliminés, Wakawa suggère qu'il continue d'avancer. Alors que Rei marche derrière lui, il est en admiration totale devant Wakawa, car il est l'incarnation de ce à quoi un rang S devrait ressembler. Un instant plus tard, ils arrivent au mur de feu, et c'est exactement comme le disait le rapport. L'intensité du feu peut être ressentie à plusieurs mètres de distance sans même s'approcher. À ce moment-là, Wakawa s'avance et crée un chemin à travers le feu avec sa magie de barrière. L'équipe traverse le passage avec enthousiasme, et ils trouvent bientôt un autre trou, qui mène à la salle du boss. Comme ils sont tous prêts, Rei suggère qu'il entre dans la chambre du boss. Au fond de lui, Wakawa attend de voir de quoi Rei est capable, car il veut savoir s'il est un imposteur ou s'il est authentique. Alors qu'il entre dans la pièce, Rei se plaint de la chaleur, ce qui signifie évidemment la puissance de l'ennemi qu'ils sont sur le point d'affronter. Le boss sort enfin, et il s'avère être une vêture de flamme de niveau 68.
La simple apparence du boss donne des frissons à Ray. Ray panique alors que le monstre marche vers eux, et il dit à l'équipe de mettre en place une barrière de mana. Cependant, Wakawa lui dit que ce n'est pas nécessaire. Le monstre déchaîne son souffle de flamme sur eux, mais Wakawa le bloque facilement en utilisant sa magie de barrière. Cela épate complètement Ray, et Wakawa dit à Ray qu'il s'occupera de la défense pendant qu'ils s'occuperont de l'attaque. Ray prend note de l'ordre, mais il prend un moment pour réfléchir à ce qu'il faut faire. Il se dit que la barrière pourrait céder à tout moment si elle subit un coup violent. Ray pense à utiliser sa flamme abyssale, mais il abandonne rapidement l'idée car le monstre est assez rapide. Et de plus, c'est un monstre de niveau boss. Comme la consommation de mana pour la flamme abyssale est assez élevée, Ray se dit qu'il va devoir abattre le monstre d'une autre manière. Ray mène alors la charge tout en disant à Yuri et Aya de trouver une ouverture pour attaquer. En s'approchant du monstre, Ray active son amélioration corporelle et bondit vers lui. Ray fait croire au monstre qu'il va l'attaquer de front, mais il manœuvre derrière lui avant de porter un coup critique. Yuri et Aya soutiennent également par derrière en lançant leurs attaques à longue portée sur le monstre boss. Même avec l'attaque combinée, le monstre reste mobile, ce qui ne fait que confirmer la crainte de Ray que le monstre est assez fort. Ray se dit qu'ils seront désavantagés si la bataille dure plus longtemps que prévu. Ray transpire déjà à cause de la chaleur intense, et il réalise qu'il est primordial de vaincre le monstre rapidement. Pendant ce temps, Wakawa observe de derrière, attendant de voir ce que Ray va faire, puisqu'il se trouve dans une situation si critique. À ce moment-là, Ray dit à Yuri et Aya de commencer à diriger leurs attaques vers les pieds du monstre au lieu de son corps. Yuri et Aya acceptent volontiers son plan, et elles envoient immédiatement leurs attaques sur les pieds du monstre. Aya va même plus loin en frappant le monstre avec une compétence appelée balle de pierre. Cela force le monstre à sauter partout, mais Ray se dit que peu importe son agilité, il ne pourra pas esquiver les attaques en l'air. Ray bondit vers le monstre, et juste au moment où il est sur le point de l'atteindre, il recouvre sa lame de glace, laissant Wakawa bouche bée. Le monstre étant incapable de bouger librement dans les airs, Ray porte un coup critique qui l'envoie s'écraser au sol, le battant complètement. Les filles se précipitent vers lui comme d'habitude pour le féliciter, mais il leur dit que c'est entièrement grâce à elle. Wakawa est impressionné par le travail d'équipe qu'il vient de voir, et il conclut que Ray est exactement comme le disait le rapport. Cependant, Wakawa peut voir que Ray cache encore son vrai pouvoir. À ce moment-là, Ray suggère qu'il retourne à l'association pour faire le rapport, mais Wakawa lui dit d'attendre. Wakawa sort la boîte carrée et dit à Ray qu'il aimerait le tester. Wakawa dit à Ray que la boîte peut être utilisée pour capturer des monstres, mais en même temps, elle peut aussi servir de méthode d'entraînement. Wakawa avoue alors à Ray qu'il veut voir son vrai pouvoir. Pour cette raison, Wakawa veut que Ray batte les monstres scellés à l'intérieur de la boîte. Il l'assure qu'il recellera les monstres si ça devient dangereux, mais ce sera à lui de lui dire de le faire ou non. Ray comprend enfin pourquoi Wakawa les a suivis. Et même s'il ne connaît pas encore ses véritables motivations, Ray ne peut pas laisser passer une occasion d'acquérir plus d'expérience. Ray accepte alors la demande des Wakawa, et Wakawa décèle la boîte carrée. À ce moment-là, une ombre noire terrifiante apparaît de la boîte. Apparemment, le monstre qui réside dans la boîte est un monstre qui change d'apparence en fonction de la peur de son adversaire. Wakawa est impatient de voir quelle sorte d'apparence il verra, et comme prévu, la plus grande peur de Ray, Chrono, émerge doucement de la boîte. Wakawa est choqué de voir cela, car c'est la première fois qu'il voit un tel monstre. Tandis que Wakawa est excité par cette toute nouvelle expérience, Ray est en train de paniquer. Yuri et Aya se demandent pourquoi l'ombre noire s'est soudainement transformée en une forme humanoïde, et à première vue, elles peuvent clairement voir que ce n'est pas un monstre normal. En même temps, Wakawa se demande quel genre de monstre il regarde et si Ray a déjà combattu ce monstre par le passé. Ray, de son côté, est surpris que même s'il n'affronte pas le vrai Chrono, il ressent toujours l'aura écrasante qui en émane. Ray met alors sa peur de côté et attaque le monstre avec l'intention de porter le premier coup, mais Chrono sort sa longue épée rouge et bloque l'attaque. Même si son attaque est parée, Ray ne se sent pas intimidé, et cela le motive. Avant que Chrono ne puisse lancer une contre-attaque, il bondit en arrière pour esquiver. Soudain, il remarque que les yeux de Chrono changent de couleur. À la dernière seconde, Ray s'écarte et, de nulle part, une onde de choc dévastatrice frappe derrière lui. Cela choque le trio qui regarde le combat, car ils n'ont même pas vu quand Chrono a lancé l'attaque. Même s'il s'agit d'une attaque invisible, Okawa est impressionné par le fait que Ray ait pu l'esquiver. À leur insu, Ray n'a pu esquiver que parce qu'il avait déjà affronté Chrono avant sa régression. Ray crée alors une lance de glace et fonce vers Chrono. Mais en se rapprochant, il voit Chrono lui sourire. Cela le distrait, donnant à Chrono l'occasion de le projeter au loin d'un coup de poing. Aya crie de peur, croyant que Ray est fichu, mais, heureusement, il est capable d'encaisser le coup. Ray commence à s'inquiéter car il ne s'attendait pas à ce que Chrono annule son attaque si facilement. Aya dit alors à Wakawa que tout cela devient dangereux, et il est d'accord. Wakawa décide de faire rentrer l'ombre dans la boîte, et il tend la main pour activer son pouvoir. Étonnamment, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Yuri remarque également que Wakawa est inquiet et que rien ne se passe. Elle le presse de récupérer rapidement la boîte, et Okawa répond qu'il essaie, mais que l'ombre lui résiste. C'est là qu'ils comprennent que quelque chose qui dépasse leur pouvoir pourrait s'être échappé. Même Okawa est surpris car la boîte n'a jamais fait ça par le passé.
Comme le monstre semble être devenu incontrôlable, Yuri et Aya décident d'intervenir. Elles foncent vers le monstre avant que Rei ne puisse les arrêter. Elles déchaînent toutes les deux leurs attaques en même temps, mais Chrono les dévie facilement et les envoie voler avec une puissante contre-attaque. Les deux s'écrasent au sol, provoquant une énorme explosion. Rei regarde avec horreur, essayant de voir si les deux sont encore en vie. Wakawa s'excuse alors de la tournure des événements. Il dit à Rei qu'il va tout arranger, et il active sa magie de barrière pour retenir Chrono. La confiance des Wakawa est bientôt brisée lorsque Chrono affiche un sourire maléfique avant de pulvériser la contrainte sur son corps. La peur saisit Rei car il ne s'attendait pas à ce que Chrono puisse se libérer de la magie de barrière des Wakawa. Wakawa admet qu'ils ont des problèmes, et si l'on ne fait pas attention, ils vont tous se faire anéantir. Rei prend alors un moment pour évaluer la situation, et il comprend que le faux Chrono utilise une sorte de compétence étrange. Il comprend alors que le monstre recrée l'apparence et les compétences de Chrono à partir de sa mémoire. La solution à tout cela lui vient immédiatement à l'esprit, et il dit à Wakawa de se retirer. Rei se souvient que dans sa vie passée, il fuyait Chrono. Mais en l'état actuel des choses, il restera bloqué s'il ne bouge pas. Rei fait alors un grand bond vers le monstre car il a compris que le monstre a changé d'apparence à cause de la compétence étrange. Alors qu'il se rapproche du monstre, celui-ci abat violemment son épée sur Rei, mais il l'esquive. Rei a alors l'occasion de réduire la distance pour toucher le monstre. Une fois qu'il le fait, il active le drainage de compétences, libérant une énorme explosion d'énergie. Cependant, le plan de Rei fonctionne, et le monstre se transforme en poussière, signifiant sa défaite. Wakawa est sous le choc, la sueur coulant sur son visage, se demandant quelle sorte de compétence il vient de voir réutiliser. C'est à ce moment-là qu'il commence enfin à se demander qui est exactement Rei. 3 jours plus tard, Yuri et Wakawa se rencontrent dans un bâtiment étranger, tout en marchant dans le couloir, ils discutent des événements des derniers jours. Yuri dit à Wakawa qu'il devrait être heureux que Rei lui ait même pardonné pour ce qui s'est passé. Wakawa est d'accord avec Yuri, mais il lui fait savoir que Rei est bien plus incroyable que ce qu'elle a réellement rapporté. Ils arrivent bientôt à une porte géante, et assis à l'intérieur de la grande pièce se trouve le roi bleu, Hojo Itsuki. Les deux s'inclinent devant lui pour lui présenter leur respect, et il les exhorte à rester décontractés. Apparemment, Hojo a été absent pendant un certain temps, explorant des donjons dans d'autres pays. Wakawa est surpris que Hojo assume autant de tâches, et Hojo lui fait savoir que les hauts gradés de l'association sont toujours exigeants, et qu'il n'a pas le choix puisque quelqu'un doit le faire. Yuri parle ensuite de la raison pour laquelle Hojo a également été convoqué, ce qui signifie que le donjon où il est allé est aussi dangereux que le donjon d'Eikebukuro. Yuri est impressionné que Hojo ait dû affronter ce genre de donjon dans 10 endroits différents, ce qui montre à quel point il est puissant. Hojo suggère alors qu'il passe à l'affaire principale du jour. Il dit aux deux qu'il aimerait en savoir plus sur Rei. Les deux sont d'accord, et quelques instants plus tard, ils lui ont dit tout ce qu'ils pouvaient sur Rei. Hojo est impressionné, et Wakawa est d'accord avec lui, disant que Rei est assez puissant. Et vu la situation, il pourrait même être plus fort que lui qui est un mage de rang S. Hojo est surpris que non seulement Rei ait d'excellentes compétences de combat, mais qu'il ait aussi une compétence qui lui permet de voler les compétences des autres. À l'insu de Hojo et Wakawa, Yuri a encore des choses à dire, mais elle se retient car elle pourrait bien les époustoufler. Hojo admet qu'avec tout ce qu'il a entendu, Rei pique son intérêt, et avant qu'il ne parte, il leur demande une faveur. Plus tard, Rei et Aya passent devant la réception dans le bâtiment de l'association quand Hinata appelle frénétiquement le nom de Rei. Rei se précipite, lui demandant quel est le problème. Hinata a l'air triste en disant à Rei qu'elle n'a aucune idée de ce que Rei a pu faire pour mériter ce qu'elle s'apprête à lui dire. Rei lui demande alors quel est le problème, et Hinata lui fait savoir qu'il a été convoqué par le roi bleu parce qu'il veut rencontrer Rei en personne. Peu de temps après, Rei se rend au palais de Hojo pour le rencontrer. Rei est époustouflé au moment où il pose les yeux sur Hojo, le roi bleu. Dans sa vie passée, Hojo était connu comme le véritable roi des couleurs parmi les autres rois. Apparemment, Rei adorait aussi Hojo parce qu'il était fort, et qu'il s'assurait de protéger les faibles. Rei a toujours été attiré par ses paroles, c'est pourquoi il aspirait à devenir une grande personne comme lui. Cependant, quelque chose de terrible s'est produit à l'époque car Hojo a été pris dans le torrent d'un effondrement de donjon, et il a été tué au combat. Cela s'est produit essentiellement parce qu'il s'est sacrifié comme bouclier pour protéger les civils pendant l'évacuation. En retour, il est devenu un héros qui est mort pour sauver d'innombrables vies. Cependant, maintenant dans la chronologie actuelle, Rei se demande ce que Hojo pourrait bien lui vouloir. Rei se creuse encore la tête à ce sujet quand Yuri apparaît dans la pièce, le choquant car Wakawa est également là. Hojo dit alors à Rei qu'il va tout lui expliquer. Il révèle que Wakawa et Yuri sont des recruteurs responsables de dénicher des personnes talentueuses du monde entier. En gros, ils sont membres des apôtres du bâton sacré. Rei est choqué quand il entend cela car il a déjà entendu ce nom auparavant. Aya lui dit alors que c'est un groupe d'élite sous le commandement direct du roi bleu lui-même. Hojo avoue alors, révélant que c'est lui qui a demandé à Rei de conquérir le donjon. De plus, c'est aussi lui qui a fait en sorte que Wakawa le suive. Rei comprend enfin qu'il voulait voir sa véritable force, c'est pourquoi ils lui ont demandé de combattre le monstre. Yuri avoue aussi qu'elle a rejoint le groupe de Rei parce que ça avait l'air amusant. Hojo met carte sur table, disant à Rei qu'il est intéressé par lui et qu'il aimerait que Rei les rejoigne. Cependant,
il fait savoir à Rei qu'il aimerait d'abord voir son humanité car il y a encore beaucoup de choses cachées chez les mages aux multiples couleurs. Hojo demande alors à Rei ce qu'il désire. Rei prend alors un moment pour y réfléchir avant de donner sa réponse, et il dit à Hojo qu'il veut devenir plus fort que n'importe qui d'autre. Hojo lui demande alors s'il essaie de devenir le mage le plus fort et aussi de devenir le roi d'une couleur qui le surpasse en tant que personne. Avant de donner sa réponse, Rei y réfléchit une minute, et avec passion, il donne sa réponse, disant à Hojo qu'il aimerait être plus fort que lui. Hojo lui fait savoir qu'il est satisfait de sa réponse, et sur ce, il demande à Rei s'il aimerait rejoindre les apôtres du bâton sacré. Rei et Aya sont tous deux choqués en entendant l'offre de Hojo, et Hojo ajoute qu'il est persuadé que Rei-sen sortira bien aux côtés de personnes compétentes. Après avoir accepté l'offre, Wakawa dit à Rei de le suivre, et peu de temps après, ils arrivent dans une pièce remplie de mages d'élite sous le commandement de Hojo, les apôtres du bâton sacré. Un des membres, Kurahashi, est le premier à prendre la parole, mentionnant sa déception quant au fait que Rei soit encore jeune. Les autres dans la pièce sont obligés de lui rappeler qu'il a le même âge que Rei, et que c'est juste sa façon d'agir quand il est excité. Wakawa dit alors à Rei de s'asseoir pour qu'il puisse expliquer la demande de Hojo à tout le monde. Wakawa explique ensuite au groupe que leur mission est de conquérir 2 donjons, et que les 2 sont des donjons de haut niveau avec un niveau recommandé supérieur à 65. Pour ce faire, ils vont se diviser en 2 équipes pour affronter simultanément les 2 donjons. Wakawa mentionne que ceux qui iront au donjon de Makuari sont lui-même, Yashiro, Shiroa et Azuma. D'autre part, Rei et son groupe iront au donjon de Tama, mais ils seront accompagnés de Kurahashi. Kurahashi panique en entendant cela, demandant à savoir pourquoi il est associé à Rei et sa bande. Yuri le taquine, lui demandant s'il n'est pas content, et Kurahashi répond que non. Wakawa dit alors à Kurahashi qu'il n'a rien à craindre car Rei est assez doué, et en plus, il possède 3 couleurs de mana. Kurahashi n'est pas d'accord sur le fait qu'avoir une grande variété de mana signifie qu'on est assez fort, car le frère de Rei, Kai, était pareil. Rei est choqué quand il entend le nom de Kai, et Kurahashi révèle que Kai était membre des apôtres du bâton sacré. Il ajoute qu'ils peuvent appeler Kai le roi pourpre, mais il n'est rien comparé à eux. Rei se souvient alors que Yuri a dit la même chose à propos de Kai, ce qui lui indique que c'est ainsi que les gens voient Kai maintenant. Kurahashi continue son bavardage, disant que plusieurs couleurs ne signifient pas qu'on est fort. De plus, il croit que Wakawa est celui qui a aidé Rei à nettoyer le donjon d'Eikebukuro. En substance, Kurahashi dit que Rei est un faible. Aya s'emporte alors en disant à Kurahashi qu'il a tort, car Rei n'est pas faible. Elle mentionne que Kurahashi n'aura le droit de le juger que lorsqu'il aura vu de ses propres yeux ce que Rei peut faire. Grâce au cri d'Aya, Kurahashi cède finalement, et il accepte de rejoindre le groupe de Rei pour conquérir le donjon. Puisque tout le monde est d'accord, Wakawa leur dit qu'ils vont suivre le même plan. Il fait savoir à Kurahashi qu'il va être témoin de la puissance de Rei par lui-même. Kurahashi pense toujours que Wakawa flatte Rei, et il l'exhorte à arrêter d'insister là-dessus. Alors qu'il se prépare pour la mission, Rei sait qu'il est impératif de montrer sa force, mais en même temps, il a besoin de plus de camarades quand il voudra enfin affronter Chronos. Et même si les paroles de Kurahashi sont dures et dégradantes, il a quand même besoin de lui. Peu de temps après, ils arrivent au donjon de Tama, et en un rien de temps, une horde de monstres s'approche d'eux. Rei essaie encore de dire à l'équipe qu'ils doivent travailler ensemble quand Kurahashi l'interrompt, leur disant que travailler ensemble est stressant. Sans consulter le reste de l'équipe, Kurahashi bondit vers les monstres avec une puissante attaque du poing imprégné de flammes. Un seul de ses coups de poing brise le sol et déclenche une onde de choc massive qui projette presque Aya à terre. D'un seul coup, Kurahashi anéantit la horde de monstres, et il taquine Rei, lui disant qu'il est presque sûr qu'il ne peut pas faire ce qu'il vient de faire. Comme la fois précédente, Kurahashi s'élance à nouveau, disant à l'équipe qu'il va conquérir le donjon en solo. Rei se tourne alors vers les filles, leur faisant savoir qu'il n'a aucune intention de perdre contre Kurahashi. Sur ce, il court après Kurahashi, laissant les filles derrière lui. Rei anéantit un groupe de monstres en même temps, et Kurahashi lui fait savoir que son mouvement s'améliore légèrement. Rei le remercie pour le compliment et continue ce qu'il fait. Aya se plaint que tout cela est devenu un grand désordre, mais Yuri lui dit qu'elle devrait être fière car Rei tient tête à Kurahashi. Yuri mentionne que la compétence de Kurahashi est spéciale car il peut utiliser son mana consécutivement sur une large zone. C'est essentiellement pour cela que Kurahashi est une menace pour un grand groupe d'ennemis. Yuri mentionne que Kurahashi détient actuellement le titre de l'homme qui a tué le plus de monstres, mais même avec cela, Rei parvient à rivaliser avec un tel homme. Avec un sourire sur son visage, Yuri déclare que Rei est un mage incroyable. 10 minutes plus tard, ils arrivent dans la salle du boss, choquant Aya. Au fond de lui, Rei sent quelque chose changer en lui, et c'est grâce au fait qu'il est en compétition avec Kurahashi. En entrant dans la salle du boss, l'équipe est stupéfaite en voyant un œil géant les fixer d'Eno. L'équipe se prépare à combattre le boss quand il remarque que quelque chose d'étrange se produit. Le boss commence à attirer tous les monstres qui l'ont vaincu. À leur plus grande surprise, le monstre boss a absorbé les monstres morts pour finalement devenir quelque chose d'encore plus effrayant, une bête chimère, jamais vue auparavant. Comme c'est un monstre inconnu, Rei essaie de dire à Kurahashi qu'ils doivent être prudents. Cependant, Kurahashi les ignore et fonce vers le monstre boss, disant qu'il n'est pas intimidé.
Kurahashi bondit vers le monstre et assène un coup de poing enflammé qui laisse une énorme flamme dans son sillage. Ils ont tous regardé patiemment pour voir si Kurahashi était capable de vaincre le monstre. Cependant, au moment où la flamme se dissipe, Kurahashi réalise que le monstre est toujours debout et qu'il a bloqué son attaque avec son bras. Avant que Kurahashi ne s'en rende compte, l'autre bras du monstre atteint déjà sa gorge. Juste au moment où le monstre s'apprête à lui arracher la tête, Rei entre en jeu et éloigne Kurahashi du danger en utilisant la main de Mana. Rei lui demande s'il va bien, mais il est clairement concentré sur le fait de ne pas perdre contre Rei. Juste à ce moment-là, il voit le monstre régénérer son corps endommagé, ce qui le rend encore plus dangereux. Comme si cela ne suffisait pas, le monstre lève la tête et commence à se préparer à tirer ce qui semble être un laser. Sans aucun doute, Rei sait que ce sera mortel, et il crie à ses coéquipiers de l'esquiver. Le laser frappe, déclenchant une attaque mortelle dont l'équipe sait qu'elle serait morte si elle ne l'avait pas esquivée. Même Kurohashi est inquiet, mais il est soulagé que le monstre n'ait pas ce qu'il faut pour tirer le laser consécutivement. Puisque c'est le cas, Yuri pense qu'il est temps pour eux aussi de passer aux choses sérieuses. Elle tire des lances de glace sur le monstre, mais à sa surprise, le monstre ne subit aucun dommage. C'est là qu'elle réalise que le fait que Kurahashi ait pu endommager le monstre avec son feu n'était pas une blague. Rei comprend qu'ils sont dans une situation difficile, car s'ils continuent d'attendre, le monstre va simplement tirer un autre coup, qui pourrait être pire que le précédent. Rei a l'intention d'attaquer le corps principal du monstre, mais il sait qu'il utiliserait simplement ses bras pour se mettre à nouveau en travers du chemin. Rei trouve alors un moyen, et il dit à Aya de lancer une fusion de mana sur Kurahashi. Aya est surprise d'entendre cela, et Rei confirme que c'est bien ce qu'il a dit. Aya active alors son pouvoir, baignant Kurahashi de tellement de mana qu'il est forcé de crier. Rei dit alors à Kurahashi d'attaquer le corps principal du monstre pendant qu'ils ont encore le temps. Kurahashi fait ce qu'on lui dit, et il bondit vers le monstre, lui infligeant une puissante explosion sur le corps. Même avec la quantité de puissance de feu que Rei a infligé au corps du monstre, il est toujours debout. Agacé, le monstre commence à préparer une autre explosion de laser. L'équipe commence à paniquer, mais c'est exactement ce que Rei veut. Il passe en courant devant Kurahashi, lui disant qu'il a vraiment dégagé le chemin. Rei se rapproche du monstre avant qu'il n'ait la chance de déchaîner son laser, et Rei prépare sa puissante flamme noire. Au moment où le monstre tire son laser, Rei libère la flamme noire, submergeant finalement le laser et renvoyant les dégâts à la bête. La puissance écrasante de Rei suffit à achever le monstre, laissant Kurahashi surpris. Il sait qu'il n'aurait même pas pu détruire le monstre avec sa compétence, et il est également impressionné par la détermination de Rei à percer dans une telle situation. Finalement, Kurahashi est forcé d'admettre que Rei est un vrai dur. Plus tard, le public entend parler de la dernière victoire de Rei, et tout le monde est époustouflé par le fait que Rei réalise des exploits incroyables. Malheureusement, Kai passe par là quand un type le rabaisse parce que Rei est maintenant la crème de la crème. Quand Rei et son groupe sont retournés au bâtiment des apôtres, Hojo les a félicités pour leur bon travail. Il demande si le donjon de Tama a posé plus de problèmes que le précédent, et Rei confirme, disant qu'ils ont en fait rencontré un nouveau type de monstre. Wakawa demande alors à Kurahashi ce qu'il pense de Rei après l'avoir vu combattre. Kurahashi répond à contre-cœur que Rei n'est pas mauvais, et il ajoute que Rei a aussi une bonne stratégie. Un des membres de l'équipe réprimande Kurahashi pour avoir méprisé Rei, et même après avoir vu ce qu'il peut faire, il hésite encore à admettre qu'il est impressionnant. Kurahashi crie à la nana de la fermer avant de se tourner vers Rei pour s'excuser de l'avoir insulté. Avec cela, Kurahashi admet que Rei est fort. Rei sourit en entendant cela, et il dit à Kurohashi qu'il est aussi content qu'il l'ait aidé, donc il n'a pas vraiment besoin de s'excuser auprès de lui. Kurohashi essaie désespérément de cacher son excitation, et il dissimule ça avec des conneries, mais tout le monde voit clair dans son jeu. Hojo est content que Kurahashi ait approuvé Rei car personne ne se plaindra plus de lui. Hojo tend alors la main pour donner à Rei l'insigne des apôtres, ce qui signifie qu'il est maintenant un membre à part entière de l'équipe. Hojo lui fait savoir qu'il est libre de continuer à travailler avec son groupe, mais il exhorte Rei à toujours prendre du temps pour eux aussi. Les deux se serrent alors la main pour sceller l'accord. Pendant ce temps, Aya est totalement abasourdie car même si elle est consciente que Rei est impressionnant, être reconnu par l'un des plus puissants mages est un tout autre niveau. Kurahashi essaie d'agir comme un grand frère, disant à Rei qu'il va le prendre sous son aile, mais Yuri est là pour tout gâcher à nouveau, disant que c'est lui qui a besoin d'une leçon. Kurahashi crie de frustration, disant à Yuri de la fermer. D'un autre côté, Hojo est content d'avoir mis Kurahashi dans l'équipe de Rei car cela les a aidés à bien s'entendre. Wakawa sait aussi que Kurahashi se serait opposé au recrutement de Rei s'il n'avait pas vu de ses propres yeux ce dont il était capable. Wakawa est impressionné par l'intelligence de la pensée de Hojo. Une fois que tout le monde est d'accord avec l'intronisation de Rei, Hojo prend la parole en disant qu'il a une suggestion. À la surprise de Rei, Hojo l'exhorte à prendre le titre de roi noir. Pendant ce temps, on voit Kai et son groupe combattre des monstres dans un donjon, et Kai n'a pas l'air d'être lui-même. Un des membres de l'équipe l'exhorte à utiliser la compétence Overlock, oubliant totalement que Kai ne peut plus l'utiliser. Après avoir lutté un moment, le groupe parvient à éliminer les monstres. Les membres du groupe de Kai supposent qu'ils vont se reposer, mais Kai les choque en leur disant qu'ils doivent aller plus profondément. Les membres de son groupe lui rappellent qu'ils sont dans le donjon depuis 5 jours consécutifs, et qu'il vaudrait mieux qu'ils s'arrêtent. Kai dit juste au gars de la fermer et de le suivre.
Le gars commence alors à douter s'il est bon de suivre Kai, mais l'autre gars de l'équipe le gronde, disant qu'ils doivent soutenir Kai car c'est le moment où il a le plus besoin de leur soutien. Au fond de lui, Kai réfléchit à la manière de conquérir rapidement le donjon. Il a l'air frustré, et toute cette saga avec son frère n'aide pas. En fait, un journaliste s'est approché de Kai juste pour l'interroger sur son frère. Ils ont mentionné le fait que Hojo avait reconnu Ray, et entendre cela contribue à sa colère. À cause de cela, Kai est désespéré de montrer à son ancienne équipe qu'il est le plus fort. Ailleurs, Chrono est excité d'avoir trouvé la bonne personne à utiliser comme pion. Dans une révélation rapide, le monde entier a changé lorsque les donjons sont apparus, et c'est devenu une ère où les mages puissants ont atteint un statut social. Les mages sont devenus des superstars qui ont commencé à signer des contrats importants. Être un mage était déjà rare, mais être un mage bicolore était encore plus rare, et Kai s'est avéré être l'un d'eux. Cela a immédiatement amélioré le statut de Kai, et il est devenu le sujet de conversation de la ville. Tous ceux qui s'étaient éloignés de Kai ont commencé à lui courir après. Même les apôtres qui étaient fiers ont permis à Kai de les rejoindre en tant que plus jeune membre de l'équipe. Cependant, l'équipe se serait montrée grossière envers lui, et il a quitté le groupe parce qu'il ne reconnaissait pas ses capacités. Étonnamment, Ray était le seul à ne pas le traiter différemment. Même si Ray n'avait aucun talent, Kai pouvait voir que Ray le regardait toujours comme s'il pouvait le rattraper un jour. Kai détestait cela car il croyait avoir été choisi par le monde, et réagissait comme s'il pouvait le rattraper. À cause de cela, Kai a décidé qu'il allait lui montrer qu'il était à un autre niveau. Cependant, les choses semblent déjà différentes. Néanmoins, Ray pense qu'il a encore une chance. Kai marche dans la rue quand Kurahashi apparaît derrière lui. Kurahashi lui rappelle que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'est quand il s'est fait virer de l'équipe. Kai est furieux d'entendre cela et essaie de corriger l'idée, affirmant qu'il a démissionné et n'a pas été renvoyé. Il croit que Hojo était jaloux de ses talents, c'est pourquoi il agissait comme un patron avec lui au lieu de le traiter d'égal à égal. Kai mentionne alors qu'il a aussi entendu dire que Ray était devenu membre de l'équipe et Kurahashi lui demande s'il a un problème avec ça. Kai commence à dénigrer Ray, mais Kurahashi le coupe court, lui disant de la fermer. Kurahashi devient sérieux en parlant à Kai, lui disant qu'il est libre de penser ce qu'il veut, mais qu'il a été confirmé que la capacité de Ray est réelle. Il ajoute que Ray fait profil bas malgré le fait qu'il soit un mage bicolore, contrairement à Kai. Kai s'emporte, disant à Kurahashi de la fermer car il est le roi pourpre, ce qui est le plus haut titre qu'un mage puisse détenir. Il exhorte Kurahashi à arrêter de le comparer à Ray, mais Kurahashi se contente de sourire, disant à Kai qu'il ne sait rien. Kurahashi lui dit que Ray a maintenant obtenu la recommandation pour devenir un roi, qui vient de Hojo personnellement. Quand Kai entend cela, il s'évanouit presque de choc car il réalise que Ray est sur le point de devenir comme lui. Kurahashi dit alors à Kai que Ray ne leur a pas encore donné leur réponse, et en plus, il fait savoir à Kai que son frère ne court pas après les titres comme lui. Kurahashi met alors fin à la conversation en disant à Kai que Ray est maintenant au-dessus de lui, c'est pourquoi il est apte à être un roi. Kai panique car il ne peut pas admettre le fait que Ray est sur le point de le dépasser. À cause de cela, Kai s'est poussé à bout dans les donjons. Après avoir combattu si longtemps dans le donjon, ses camarades conseillent de combattre le boss le lendemain, mais Kai les fait taire, disant qu'il est le plus fort. Kai ouvre la porte de la salle du boss avec l'intention de prouver à ses camarades qu'il est fort. Étonnamment, ce qu'il trouve à l'intérieur du donjon est un slim de niveau 20, et cela déçoit Kai. Ses camarades, en revanche, ont peur que les choses ne tiennent pas en place car ils n'ont jamais vu ce type de monstre auparavant. Dans sa quête pour montrer qu'il est fort, Kai décide qu'il va tuer le monstre instantanément. Il accumule de l'aura en lançant une explosion magique sur le slim, le tuant apparemment. Les membres de son équipe le félicitent, lui disant qu'il a réussi, mais ils n'ont même pas fini de dire cela que leurs têtes volent de leur cou comme des quilles de bowling. Kai se retourne frénétiquement pour voir ses coéquipiers morts. Avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe, le slim est devenu plus gros et l'a submergé. Kai tente de se défendre, mais le slim est tout simplement trop fort et se force à entrer dans le corps de Kai, finissant par fusionner avec lui. Pendant ce temps, Chronos se réjouit dans sa prison car il a enfin obtenu un nouveau pion. Quelques instants plus tard, Kai se remet sur pied, l'air différent, mais il éclate d'un rire diabolique, disant qu'il se sent maintenant vraiment bien. D'un autre côté, une partie du seau retenant Chronos s'est brisée. Ailleurs, au centre d'entraînement des apôtres, on voit Ray et l'équipe s'entraîner. Après quelques minutes d'entraînement, Wakawa suggère qu'il fasse une pause. Aya se précipite pour donner une serviette à Ray pour s'essuyer le visage, et elle dit aussi à Kurahashi qu'elle a beaucoup appris rien qu'en le regardant s'entraîner. Kurahashi essaie de cacher son visage rouge, mais il est assez clair qu'il rougit très fort. Kurahashi mentionne alors qu'il a rencontré Kai plus tôt dans la journée. Kurahashi révèle alors tout ce dont ils ont parlé, se moquant de la façon dont Kai pense qu'il est toujours plus fort que lui. Yuri trouve un moyen de taquiner à nouveau Kurahashi, disant qu'il est personnellement allé chercher Kai parce qu'il méprise quelqu'un qu'il avait lui-même approuvé. Kurahashi s'évanouit presque sous le choc parce que Yuri ne ment pas. Cependant, Ray n'est même pas concentré sur eux car il pense à la dernière fois où il a vu Kai, c'était après le duel. Il commence à se demander quand lui et Kai ont commencé à s'éloigner, et il craint que cela ne se termine comme dans sa vie précédente. Il en conclut alors qu'il doit tout régler en tant que frère. Soudain, un autre membre de l'équipe arrive en courant, leur disant qu'il y a eu une urgence.
Il s'avère que le donjon de Shinjuku s'est effondré, et beaucoup de monstres en sortent. L'équipe se précipite immédiatement sur les lieux, et ils expriment leur choc de voir des monstres sortir du donjon. Rei est également surpris car l'effondrement du donjon de Shinjuku n'est pas censé se produire maintenant, mais les choses ont pris une tournure étrange. Wakawa dit alors à l'équipe qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir car le roi bleu est loin en mission. Il leur fait savoir que c'est à eux de gérer la situation, et il dit à l'équipe qu'ils doivent donner la priorité à l'évacuation des citoyens. L'équipe confirme l'instruction des Wakawa, et ils passent à l'action, sauvant les civils à proximité tout en éliminant les monstres. Pendant que Kurahashi sème le chaos, Wakawa crée une barrière pour que les civils puissent s'échapper. Rei est impressionné que l'équipe accomplisse ses tâches sans se laisser démonter, ce qui est attendu de l'équipe spéciale. Rei se souvient que dans sa vie précédente, il y a eu beaucoup de victimes lors de l'effondrement du donjon, mais il est presque sûr qu'ils pourront gérer la situation dans sa vie actuelle. Soudain, un monstre géant apparaît sur les lieux, qui semble être le boss. Kurahashi est excité à l'idée d'affronter le monstre car il ne le voit que comme une grosse cible. Kurahashi se prépare encore à affronter le monstre quand Rei fonce sur le monstre. D'un seul coup de poing de Rei, il réduit le monstre en miettes. Rei est sur le point de commencer à célébrer quand il entend un rire diabolique derrière lui. Il reconnaît la voix, et quand il se retourne, il voit Kai avec des ailes, volant dans le ciel. Pour aggraver les choses, Kai a l'air absolument menaçant alors qu'il regarde Rei de haut, lui disant qu'il l'a trouvé. Rei regarde avec horreur et surprise alors qu'il demande à Kai pourquoi il a cette apparence. Kai se moque de Rei, lui demandant s'il parle de sa forme ou de son intention de l'écraser. Étonnamment, Kai utilise le pluriel en disant cela, laissant entendre qu'il y a autre chose en lui. Juste à ce moment, Rei sent Kai derrière lui, et il réagit à la dernière seconde pour éviter d'être décapité. Kai se moque de Rei en disant qu'il a peut-être réussi à esquiver le coup, mais il se demande jusqu'où il ira. Kai continue d'attaquer Rei, le mettant sur la défensive. À un moment donné, Rei se fait couper au visage, mais il sent que son frère n'agit pas normalement. Il se demande ce qui se passe avec Kai, ce qui le fait agir comme un monstre. Rei continue d'esquiver les coups de Kai, et à un moment donné, Kai arrête d'attaquer. Il dit à Rei qu'il peut voir l'expression sur son visage, qui montre clairement qu'il est dans le déni. Kai dit alors à Rei que tout ce qui se passe est de sa faute. Kai prétend qu'il a obtenu sa forme de monstre pour pouvoir avoir le pouvoir de tuer Rei. Rei est choqué quand il entend cela car le fait que Kai utilise le mot tuer envers lui est totalement déplacé. Rei reste figé alors que Kai fonce sur lui, prêt à l'achever. Heureusement, Kurahashi arrive au bon moment pour donner un coup de pied au visage de Kai, l'envoyant voler au loin. Kurahashi pense toujours que Kai est normal, et il commence à le gronder pour avoir fait cavalier seul pendant une situation d'urgence. Kai crie à Kurahashi d'arrêter de déconner, mais Kurahashi lui répond en criant, lui disant que Rei, qu'il essaie de tuer, est son frère. Kai leur dit alors avec vantardise qu'il se fiche de la fraternité car il est là pour montrer à Rei à quel point son pouvoir est démentiel. Kai saute alors dans les airs, déchaînant un barrage d'attaques qui affecte même la population civile de la zone. Heureusement, la barrière des Wakawa est là pour protéger les civils. Et comme il protège les civils dans la zone, il ne peut pas aider Rei et Kurahashi. Rei crie alors sur son frère, lui disant qu'il est conscient qu'il est violent, mais en même temps, il ne s'attendait pas à ce qu'il aille aussi loin. Kai se moque de la naïveté de Rei, lui disant qu'il va l'écraser. Kai lance alors un barrage d'explosions magiques sur l'équipe. Kai parle avec vantardise de la puissance de son pouvoir, et Rei dit à l'équipe qu'ils doivent arrêter Kai. Kurahashi prend immédiatement cela à cœur, et son expression change. Apparemment, Kurahashi a compris que c'était une perte de temps de parler à Kai. Kurahashi bondit vers Kai avec l'intention de le réduire en miettes. Kurahashi réussit son attaque, laissant un nuage de flammes. Cependant, lorsque le feu se dissipe, Kurahashi se rend compte que Kai a réussi à bloquer son attaque. Le temps que Kurahashi réalise que Kai est hors de contrôle, Kai a enfoncé sa main dans sa poitrine. Rei crie le nom de Kurahashi alors que Kai le jette au sol, mais il n'obtient aucune réponse. Rei continue de crier le nom de Kurahashi sans rien faire. Et juste au moment où Kai est sur le point d'achever Kurahashi, Wakawa se joint au combat. Il bloque l'attaque de Kai avec sa barrière, et il protège également Kurahashi. Wakawa exprime sa déception quant à la déchéance de Kai, et il lui fait savoir qu'il est temps qu'il affronte sa colère. Sans hésitation, Wakawa déchaîne sa magie de barrière, la boîte carrée pour contenir Kai. Yuri essaie de dire à Wakawa de ne pas utiliser cette compétence car son utilisation contre un humain mettra un lourd fardeau sur le lanceur. Wakawa fait savoir à Yuri qu'il en est conscient, mais qu'il ne peut pas pardonner à Kai parce qu'il a déjà blessé ses amis. Wakawa continue d'enfermer Kai, mais il se rend vite compte que la compétence lui coûte trop cher. En moins d'une minute, les mains des Wakawa se sont mises à jaillir de sang. Wakawa se rend compte que les choses sont plus difficiles que prévu car il ne s'attendait pas à subir autant de dégâts. Cependant, il est déterminé à sceller Kai quoi qu'il arrive. Soudain, Kai libère une énorme quantité d'énergie de son corps, brisant finalement la barrière des Wakawa tout en se moquant d'eux en disant qu'il n'a aucune intention de laisser les choses se passer comme ils le veulent. Kai parle ensuite du fait que son corps n'est pas encore en parfaite condition. Yuri est choqué en entendant cela car Wakawa ne s'est même pas retenu, mais Kai est toujours capable de bouger comme si de rien n'était. Kai se retourne alors en disant qu'il s'en va. Cependant, il fait savoir à Rei que la prochaine fois qu'il le rencontrera, il le tuera.
C'est le dernier mot de Kai alors qu'il s'envole, laissant Rei remettre en question tous ses choix de vie. Le lendemain, la nouvelle de l'attaque se répand dans tout le pays. Même si les mages étaient là pour aider, les civils n'ont pu s'empêcher de mentionner à quel point tout s'est avéré chaotique. Les civils des autres régions craignent également que des monstres puissent commencer à apparaître n'importe où. Certains croient même qu'évacuer vers des endroits où il y a moins de donjons les aiderait. Sans aucun doute, Wakawa pouvait voir que la société commençait à paniquer. Cependant, le problème majeur auquel ils sont confrontés est que Kai a basculé du côté obscur. Ils commencent à se demander ce qu'ils peuvent faire avant que tout ne parte en vrille. Pendant ce temps, Aya, Yuri et Rei veillent sur Kurahashi à l'hôpital, et Rei a l'air tout triste car il se blâme pour ce qui s'est passé. Il s'en veut de ne pas avoir pu arrêter Kai ou du moins de l'avoir stoppé, ce qui a abouti à ce que Kurahashi se fasse éventrer. Yuri dit alors à Rei qu'ils doivent y aller car Hojo les appelle. Quelques instants plus tard, ils arrivent au palais de Hojo, et il leur fait savoir qu'ils ont peut-être réduit le nombre de monstres, mais qu'ils ne peuvent pas permettre à Kai de continuer à errer librement. Les membres de l'équipe demandent alors à Hojo ce qu'ils sont censés faire, et Hojo révèle qu'il a parlé avec les autres rois des couleurs primaires. Aya est confuse en entendant cela, et Yuri lui explique que ce sont eux qui ont le pouvoir de prendre les décisions dans une telle situation d'urgence. Au fond, Yuri est inquiète car toute la situation menace les autres rois. Hojo mentionne alors que leur plan peut sembler dur, mais qu'ils ont tous décidé de soumettre Kai. Rei est choqué quand il entend cela car c'est un terme utilisé pour les monstres. Wakawa intervient en disant que le terme utilisé pour Kai est correct car Kai a commis de nombreux actes indiscriminés, c'est pourquoi les autres rois sont parvenus à cette conclusion. Ils ont froidement accepté cela pour éviter d'autres victimes. Apparemment, ils ont découvert où Kai se cache, et Hojo leur fait savoir qu'il va personnellement participer au raid. Rei se met à transpirer de peur, demandant s'il y a un autre moyen sans soumettre Kai, mais Hojo dit non. Il rappelle à Rei que même la boîte carrée des Wakawa était inutile contre Kai, et qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés à laisser faire. Hojo fait savoir à Rei que la décision a déjà été prise, et que Kai sera soumis le lendemain. Même si Rei sait que Kai a ses mauvais côtés, il sait que son frère a aussi ses bons côtés, le laissant se demander s'il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Juste à ce moment, Wakawa sort son téléphone car il a reçu un SMS. Il fait savoir à l'équipe que Kurahashi a repris connaissance, ce qui envoie une vague de soulagement à toute l'équipe. Kurahashi envoie aussi un message à Rei lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui, mais de se ressaisir pour pouvoir remettre les idées en place à son frère. Les mots de Kurahashi suffisent à dire à Rei qu'il ne peut pas abandonner car il doit arranger les choses puisque Kai est son jeune frère. Rei demande alors à Hojo s'il peut lui donner une chance. Il sait que Kai est dangereux, mais il croit qu'il y a une possibilité d'arranger les choses. Hojo fait savoir à Rei que la soumission de Kai commence le lendemain après-midi, mais il lui fait savoir qu'il peut faire tout ce qu'il veut avant cela. Rei est soulagé d'entendre cela, et il remercie Hojo pour cette chance. Étonnamment, Aya et Yuri disent qu'elles vont rejoindre Rei parce qu'elle était dans son groupe avant de rejoindre les apôtres. Hojo soupire en entendant cela, mais il ne peut pas les arrêter, alors il leur dit simplement qu'ils sont libres d'y aller. Cependant, il leur fait savoir que la date limite est l'après-midi du lendemain, s'assurant qu'ils sont conscients qu'il n'y a pas de prolongation. Rei regarde le ciel en jurant de récupérer son frère. Plus tard, Rei et son équipe se rendent sur une île près du sud de Tokyo où Kai se cacherait. Quelques instants plus tard, il tombe sur Wakawa, et Rei comprend que Wakawa est là pour le surveiller. Wakawa confirme cela, disant qu'il suit les ordres de Hojo. Il mentionne que c'est son travail de surveiller l'île et aussi de participer à la soumission de Kai avec le reste des apôtres. Pour cette raison, il ne peut pas participer à ce que Rei s'apprête à faire, mais il lui transmet plutôt la compétence de barrière. Rei sourit quand il se rend compte que Hojo les a intentionnellement envoyés sur l'île à temps. Rei remercie alors Okawa, l'assurant qu'il va ramener Kai. En partant, Okawa dit à Rei qu'il n'est pas sûr que Kai va l'écouter. Et à cause de cela, il fait une chose de plus pour Rei. Pendant ce temps, la santé mentale de Kai continue de se détériorer, et il régresse fortement parce qu'il déteste le fait que les gens ne le comprennent pas. Les pensées de Chrono s'infiltrent dans son esprit, lui disant de tout détruire et d'arrêter de s'inquiéter. Chrono se rend également compte que Kai essaie toujours de se défendre, et il décide d'interférer davantage. Chrono libère alors plus de pouvoir dans le corps de Kai, déchaînant un énorme faisceau de lumière dans le ciel. Rei et les membres de son groupe peuvent voir cette lumière écrasante de là où ils sont, et cela leur indique que quelque chose de grave se prépare. Débordant d'énergie sombre, Kai déclare que le pouvoir est écrasant. Chrono lui dit alors qu'il est libre de gouverner le monde comme il le souhaite. Il l'exhorte également à tout détruire et à tuer les mages pour qu'il puisse devenir le roi démon. Quelques instants plus tard, Rei et les filles tombent sur Kai qui se met à rire d'eux. Il révèle sa déception que Rei ne soit pas venu avec le roi bleu. Rei dit alors à Kai que Hojo lui a fait confiance pour le ramener. Cela énerve Kai, et il dit à Rei qu'il va le détruire, lui et son groupe. Kai déchaîne une puissante explosion de son corps que même Rei a du mal à bloquer. Rei peut voir qu'il y a déjà une différence significative dans la puissance de Kai par rapport à hier. Kai saute dans les airs en déclarant la guerre à l'humanité tout en disant à Rei qu'il va commencer par lui. Juste à ce moment, Rei lui dit qu'il est toujours le même type égoïste qu'avant, et à cause de cela, il va l'affronter. Rei fait savoir à Kai qu'il est son grand frère, ce qui fait qu'il est de son devoir d'arrêter tout ce qu'il fait. Kai rit quand il entend Rei dire que c'est son devoir de l'arrêter.
Kai lui fait savoir que ce qu'il vient de dire l'a énervé, et les filles peuvent clairement voir que Kai n'a aucune intention de les écouter. Kai déchaîne un puissant sort de feu qui isole immédiatement Rei du reste de son équipe afin qu'il puisse l'affronter en tête-à-tête dans l'intention de lui prouver sa puissance. Rei se moque de Kai, lui demandant si la seule raison pour laquelle il se bat est de lui prouver sa puissance. Kai répond alors, disant à Rei qu'il ne pourrait jamais comprendre, mais il lui fait savoir que le pouvoir, c'est la justice. Il mentionne que l'attitude de tout le monde envers lui a changé quand il a obtenu son pouvoir, et c'est parce que tout le monde respecte le pouvoir. Kai mentionne que personne ne les reconnaîtra s'ils n'ont pas le pouvoir pour le soutenir. Kai dit à Rei que son opinion sur lui a changé après leur duel, c'est pourquoi il est prêt à tout lui expliquer clairement. Kai prépare alors une grande explosion magique, et Rei comprend qu'il ne peut pas utiliser une simple compétence pour la bloquer car elle est beaucoup plus forte que celle d'Ie. Rei affronte alors l'explosion magique avec la flamme abyssale pour la dissiper correctement. Kai reconnaît le sort comme celui que Rei a utilisé pendant leur duel. Cela l'énerve encore plus, et il fait savoir à Rei qu'il va l'écraser. Cependant, Rei bondit vers lui disant qu'il ne le laissera pas faire. Rei pense que se rapprocher lui donnerait l'avantage, mais il manque de perdre la tête à cause des griffes géantes de Kai. Heureusement, la compétence de barrière des Okawa entre en jeu pour protéger Rei d'une mort prématurée dans le combat. Rei en profite alors pour porter un coup significatif au corps de Kai, l'envoyant voler au loin. Les filles regardent patiemment, essayant de voir si Rei a réussi à vaincre Kai. Pendant leur affrontement rapproché, Rei remarque qu'il ne peut pas voler le pouvoir de Kai, le laissant se demander si sa transformation y est pour quelque chose. Cependant, il espère que l'attaque qu'il vient de porter a eu un effet. La poussière se dissipe, et Rei voit Kai debout au loin avec une boule d'énergie dans sa poitrine. Kai reste immobile, essayant de comprendre pourquoi tout le monde dans l'équipe a choisi de suivre Rei et lui a même confié ses pouvoirs. De plus, il se tient la tête de frustration, se demandant pourquoi Rei essaie de l'arrêter. Essayant de ne pas céder à ses émotions, Kai déchaîne à nouveau une vague de puissance de son corps, choquant Rei. Il sait que Kai n'a actuellement pas l'overclock, il est donc choquant qu'il puisse utiliser autant de compétences. Kai ne perd pas de temps et conjure un tas d'explosions, qu'il vise directement sur Rei, prêt à le réduire en miettes. Rei regarde les explosions magiques s'abattre sur lui, et sans bouger, cela laisse une onde de choc massive. Kai célèbre quand il voit cela, croyant qu'il a déjà gagné. Il commence à le provoquer en disant que Rei est stupide de croire qu'il veut lui donner une leçon en tant que grand frère alors qu'il n'a rien comparé à sa puissance. Soudain, la voix de Rei émerge du site de l'explosion, disant à Kai que malgré sa victoire, il a l'air très triste. Kai est choqué quand il se rend compte que Rei a pu survivre à son attaque grâce au pouvoir de Kurahashi. Le corps couvert de flammes, Rei dit à Kai qu'il ne le laissera pas sombrer du côté obscur parce qu'il va le ramener. Kai, de son côté, est toujours surpris que Rei ait réussi à bloquer son attaque de lance démoniaque avec la compétence de zone de Kurahashi. Avant de venir sur l'île, Rei avait rendu visite à Kurahashi à l'hôpital, et Kurahashi avait dit à Rei de prendre son pouvoir car il ne pouvait clairement pas se battre dans son état actuel. Maintenant qu'il a éveillé le pouvoir de Kurahashi, Rei dit à Kai qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Il envoie un puissant coup de poing à Kai, le repoussant. Et quand il pense être en sécurité, Rei enchaîne avec la compétence de Yuri, la compression de mana. Kai est furieux en voyant cela à nouveau, mais Rei ne s'arrête pas là. Il continue de lancer attaque après attaque, envoyant Kai sur le cul. Même Kai n'arrive pas à croire qu'il subit autant de dégâts d'une seule boule de feu. Quelques instants plus tard, Rei décide de se calmer avec les attaques incessantes, et c'est là qu'il se rend compte que Kai est encore tout à fait actif. Kai se met à rire comme un fou, parlant de la façon dont il se souvient enfin pourquoi il ne peut pas utiliser sa compétence d'overclock. Il a enfin compris que Rei peut utiliser de nombreuses compétences parce qu'il a la capacité de voler le pouvoir des autres. Kai dit alors à Rei qu'il dit en gros qu'il est d'accord pour sacrifier les autres puisqu'il n'hésite pas à voler leur pouvoir. Rei n'est pas d'accord, lui disant qu'il a tort, mais Kai décide de dire à Rei quelque chose qu'il ne sait pas. Kai mentionne que 2 de ses camarades sont morts, et tout cela parce que Rei a volé son overclock. Après avoir perdu la compétence, son groupe n'est plus resté le même, et tout cela à cause de Rei qui vole les compétences des autres. Kai dit à Rei qu'en gros, il est d'accord pour sacrifier les autres tant que cela le rend plus fort. Rei essaie d'argumenter, mais rien ne lui vient à l'esprit pour contrer ce que Kai vient de dire. Rei commence à réaliser qu'il n'a jamais pensé au fait que voler le pouvoir de Kai entraînerait la mort de ses camarades. Rei décide alors qu'il doit changer la façon dont il utilise le pouvoir à l'avenir, sinon Chrono aura l'occasion de détruire l'humanité. Rei reste immobile alors qu'il se creuse la tête à propos de tout cela, et Kai le sent. Kai profite de l'occasion pour foncer vers lui, le frappant tout en lui disant qu'il est déjà trop tard pour commencer à regretter. Kai continue d'asséner une série de coups à Rei, mais Rei ne tente même pas de riposter. Kai dit que lui et Rei sont pareils parce qu'ils pensent toujours aux intérêts de l'un et de l'autre. Rei ne répond toujours pas et ne riposte même pas jusqu'à ce que Kai lui perce la poitrine avec sa main. Kai est choqué de voir Rei rester immobile et ne pas se défendre. Rei touche alors la main de son frère, s'excusant de lui avoir volé Overlock. À ce moment-là, Rei lui rend la compétence, et il dit à Kai qu'il lui a peut-être volé son pouvoir. Mais en même temps, l'essence du pouvoir est de protéger les autres. Une vague d'énergie massive provenant du corps de Rei repousse Kai, et Rei dit à Kai qu'il a aussi besoin de pouvoir,
mais que ce qu'il fait est complètement mal. Dans un retournement de situation surprenant, le corps de Rey commence à briller, grâce au pouvoir qu'il a reçu de ses camarades. Rey dit à Kai que tout le monde lui a confié son pouvoir, et il fait savoir à Kai que c'est exactement comme ça qu'il compte unir ce pouvoir. Rey maîtrise les pouvoirs, et en tire une épée à l'aura écrasante. Kai regarde avec choc et peur l'atmosphère autour du corps de Rey changer. Rey pointe alors son épée vers Kai, lui disant qu'il est temps pour eux d'en finir.